Vous avez exactement 3 minutes pour expliquer pourquoi ma fille se bat pour sa vie en soins intensifs. Nadine Campbell se tenait dans le bureau du proviseur, les mains tremblantes non de peur, mais d'une rage si pure qu'elle semblait sacrée. Derrière le proviseur Whitmore, les diplômes et les récompenses accrochés au mur n'avaient plus aucune valeur. Rien comparé à la respiration artificielle de sa petite fille, maintenue en vie par le respirateur. « Madame Campbell, s'il vous plaît, nous devons rester calmes. » Calme. Le mot sortit de la bouche de Nadine comme du verre brisé. Le cœur de ma fille s'est arrêté 2 fois sur le chemin de l'hôpital. Les médecins ont dit que si le concierge ne l'avait pas trouvée à temps, cachée dans ce placard à fournitures. Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. L'image de Keisha recroquevillée sur ce sol froid, son corps paralysé par la panique et le traumatisme, était gravée à jamais dans sa mémoire. On dit que l'amour d'une mère peut déplacer des montagnes. Mais on ne vous dit pas que sa fureur peut les réduire en cendres. Tous ceux qui ont fait du mal à cet enfant, tous les responsables qui ont détourné le regard, tous les parents qui ont élevé leurs enfants pour en faire des monstres, tous allaient découvrir ce qui arrive quand on s'en prend à quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'où nous regardez-vous? Cette histoire s'est déroulée à Boston, mais honnêtement, elle aurait pu se produire n'importe où. Quel temps fait-il chez vous? Ici, il pleut sans interruption depuis 3 jours, ce qui semble tout à fait approprié vu ce que vous allez entendre. Voici l'histoire de Nadine Campbell, une Jamaïcaine de 42 ans originaire de Kingston. Comment, d'immigrée anonyme parmi tant d'autres, elle est devenue celle qui a fait tomber l'une des écoles privées les plus prestigieuses de Nouvelle-Angleterre. C'est l'histoire du jour où, vêtue de son ancien uniforme de femme de ménage, celui-là même qu'elle portait lorsqu'elle astiquait les sols la nuit pour financer ses études d'infirmière, elle est ressortie en ayant détruit tout ce qui était sacré pour l'établissement. Si vous êtes parent, cette histoire vous donnera peut-être envie de serrer vos enfants un peu plus fort ce soir. Si vous avez déjà été victime de harcèlement, si vous vous êtes déjà senti inférieur à cause de vos origines ou de votre façon de parler, alors, s'il vous plaît, restez avec moi. Dites-moi en commentaire d'où vous venez, car vous n'êtes pas seul Et si ce qui va suivre vous parle, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Il est important que des histoires comme celle-ci soient entendues. Mais laissez-moi commencer par le début. Keisha avait 16 ans lorsqu'elle a reçu la lettre. Une bourse complète pour l'Académie Pemberton. Elle dansait dans leur petit appartement de Dorchester, la lettre d'admission serrée contre sa poitrine comme si elle était en or. Maman, tu vois? Tous ces efforts ont porté leurs fruits. Je vais réussir. Nadine aurait dû le savoir. Elle aurait dû reconnaître les signes. Mais son orgueil, ses rêves pour sa fille, l'aveuglaient. Nadine était arrivée dans ce pays avec 2 valises et une prière. Elle cumulait 3 emplois, tout en suivant des cours du soir. Chaque sacrifice, chaque journée de 16 heures, chaque fois qu'elle mangeait des nouilles instantanées pour que Keisha puisse manger correctement, tout cela pour ce moment. Sa fille brillante, avec sa moyenne générale de 4,0 et son rêve de devenir médecin, allait avoir tout ce que Nadine n'avait pas pu lui offrir. L'Académie Pemberton s'étendait sur 16 hectares de terre vierge à Wellesley. Le bâtiment principal semblait tout droit sorti de ces films britanniques que Keisha adorait, tout de briques rouges et de lierre, avec des fenêtres qui captaient à merveille le soleil du matin. Les frais de scolarité s'élevaient à 68 000 $ par an. 68 000. C'était plus que ce que Nadine gagnait en 2 ans, même avec son diplôme d'infirmière. « Tu as ta place ici », dit Nadine à Keisha ce premier matin, en ajustant son blazer orné de l'écusson Pemberton. Bleu marine et or, les couleurs de l'excellence, disait-il. Tu l'as mérité. Keisha sourit à sa mère, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Une lueur de doute, peut-être. Ou de peur. Mon accent, maman. Et si? Ton accent est une musique, ma chérie. C'est le son de la force, de l'héritage, d'une culture qui a survécu à tout ce qu'on lui a infligé. N'aie jamais honte de ta façon de parler. C'était le 28 août. Le 15 septembre, l'éclat dans les yeux de Keisha commença à s'estomper. Elle cessa de chanter sous la douche, ces vieux airs de reggae que sa grand-mère lui avait appris. Elle ne téléphone plus à ses amis de son ancienne école. Quand Nadine lui demandait des nouvelles de ses nouveaux camarades, Keisha changeait de sujet. « Tout va bien, bébé ?»« Oui, maman. Juste beaucoup de devoirs. » Octobre apporta les premiers signes physiques. Une perte de poids, des cernes que le maquillage ne parvenait pas à dissimuler. Keisha se mit à lisser ses cheveux de façon obsessionnelle, les abîmant chimiquement jusqu'à ce qu'ils soient plats et sans vie.
Lorsque Nadine découvrit la crème éclaircissante cachée dans le tiroir de la salle de bain de sa fille, son cœur se brisa en deux. Keisha, qu'est-ce que c'est? Rien, maman. C'est juste que, tout le monde là-bas a une certaine apparence. Nadine aurait dû insister davantage. Elle aurait dû prendre d'assaut l'école sur le champ. Mais Keisha l'a supplié de ne pas aggraver les choses, et Nadine a cru sa fille lorsqu'elle a dit qu'elle pouvait gérer la situation. Sa fille forte, sa princesse guerrière. Nadine pensait avoir hérité de sa mère cette capacité à tout endurer. Le dernier matin, le 10 décembre, Keisha n'avait pas envie de se lever. « S'il te plaît, maman. Laisse-moi rester à la maison. Juste aujourd'hui. » Mais Nadine avait un double quart de travail à l'hôpital, et les examens finaux approchaient. « Ma chérie, tu ne peux pas manquer l'école. Quoi qu'il arrive, on s'en occupera ce week-end, d'accord? Je te le promets. » Ce furent les derniers mots que Nadine adressa à sa fille avant l'appel. Avant que son monde ne s'effondre en 1000 morceaux. Avant qu'elle ne devienne plus que Nadine Campbell, mère immigrée et infirmière de nuit. Elle devint la vengeance incarnée. L'appel est arrivé à 11h47. Nadine était en train de vérifier l'état d'une patiente, d'ajuster une perfusion, lorsque son téléphone a vibré. L'identifiant de l'appelant était « Académie Pemberton ». Sa première pensée a été que Keisha avait encore oublié son argent de poche. « Madame Campbell, ici l'infirmière scolaire. Votre fille a eu un incident. Une ambulance a été appelée. » Le reste était flou. Nadine ne se souvenait pas d'être arrivée à l'hôpital en voiture. Elle ne se souvenait pas non plus comment elle était passée du parking aux urgences. Elle se souvenait seulement du visage du médecin lorsqu'il avait prononcé les mots qui avaient tout changé. Son état est stable maintenant, mais c'était de justesse. Trop de justesse. Quoi qu'il soit arrivé à votre fille aujourd'hui, Madame Campbell, cela a failli lui coûter la vie. 3 mois plus tôt, Nadine s'était rendue dans ce même bureau pour une toute autre conversation. Le principal Whitmore était alors tout sourire, sa poignée de main ferme et chaleureuse. Madame Campbell, nous sommes ravis d'accueillir Keisha au sein de la famille Pemberton. Ses résultats à l'examen d'entrée étaient exceptionnels. Nadine s'était habillée avec soin pour cette réunion. Son plus beau pantalon, un blazer déniché chez Emmaüs, encore étiqueté. Elle s'était entraînée à dissimuler son accent, à articuler comme les présentateurs de journaux télévisés. « Merci, monsieur Whitmore. Nous vous sommes reconnaissants de cette opportunité. Appelez-moi Richard, s'il vous plaît. » Il s'était adossé à son fauteuil en cuir, désignant les photos qui ornaient son mur. Pemberton a une longue tradition d'excellence. Depuis 1892, nous formons les leaders de demain. Sénateurs, PDG, lauréats du prix Nobel, tous ont foulé ses couloirs. Ce qu'il n'a pas dit, ce que Nadine n'a appris que plus tard, c'est qu'en 130 ans, seuls 12 étudiants noirs avaient obtenu leur diplôme. 12. Et parmi eux, aucun n'avait bénéficié d'une bourse complète. Aucune n'était la fille d'un immigrant jamaïcain qui faisait le ménage dans des immeubles de bureaux pour survivre. Keisha aura accès ici à des ressources qui changeront sa vie, avait poursuivi Whitmore. Notre taux d'admission dans les universités de l'Ivy League est de 98%. Harvard, Yale, Princeton recrutent activement à Pemberton. Nadine se souvenait de la fierté qui l'avait envahie. Sa petite fille, sa Keisha, empruntant les mêmes chemins que les présidents et les pionniers. Le sacrifice en vaudrait la peine. Les 2 heures de trajet aller-retour, les heures supplémentaires pour couvrir les dépenses non prises en charge par la bourse, l'isolement de leur communauté à Dorchester. Il y a une chose, avait ajouté Whitmore en faisant glisser une feuille de papier sur son imposant bureau en chêne. La bourse couvre les frais de scolarité, mais il y a des dépenses supplémentaires, livres, uniformes, frais de laboratoire, voyages scolaires. Nous estimons environ 5 000 $ par semestre. 5 000 $, c'était comme 5 millions. Mais Nadine avait souri, pris le papier et dit qu'elle se débrouillerait. Elle s'en sortait toujours. La première réunion parents-professeurs, début octobre, aurait dû être son premier véritable avertissement. Nadine était arrivée un quart d'heure en avance, en blouse médicale, car elle venait de terminer une journée de travail de 12 heures. Les autres parents étaient déjà regroupés en petits groupes dans le couloir impeccable. Des femmes en robe de créateur et des hommes en costume, qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel de Nadine. Elle avait surpris des bribes de conversation en passant. « Vous avez passé l'été dans les Hantons cette année ? On envisage de mettre Charles en pensionnat en Suisse. Le gala de bienfaisance a permis de récolter 2 millions,
vous avez vu le maire. Puis elle avait entendu le nom de sa fille. C'est la mère, avait chuchoté une femme, pas assez bas. L'étudiante boursière. De Jamaïque, paraît-il. L'initiative de Richard en faveur de la diversité, a répondu un autre. C'est bien pour l'image de l'école, mais je m'inquiète de l'influence sur nos enfants. Des valeurs différentes, vous comprenez. Nadine continuait de marcher, la tête haute, mais au fond d'elle, quelque chose la perturbait. Des valeurs différentes. Comme si s'épuiser à la tâche pour offrir une vie meilleure à son enfant était une honte. La professeure d'anglais de Keisha, Madame Harrison, avait été la première à la rencontrer. Jeune, blonde, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Keisha s'adapte, avait-elle dit avec précaution. Son écriture est bonne, mais sa participation laisse à désirer. Elle prend rarement la parole en classe. Ce n'est pas son genre, avait dit Nadine. Dans son ancienne école, les professeurs disaient toujours qu'elle était trop bavarde. Eh bien, Pemberton a des attentes différentes. Le niveau de discussion, ici, exige une certaine sophistication. Peut-être pourriez-vous travailler avec elle sur son élocution ? Son accent rend ses interventions difficiles à comprendre pour les autres étudiants. Son accent. La belle voix de Keisha, qui portait la musique de leur pays d'origine, et cette femme trouvait cela problématique. Son accent est très bien, avait affirmé Nadine avec fermeté. Le sourire de Madame Harrison s'était crispé. Bien sûr. J'essaie simplement de l'aider à mieux s'intégrer. Les dynamiques sociales à Pemberton peuvent être difficiles pour les élèves issus de milieux différents. Le professeur de mathématiques, M. Peterson, était le suivant. Il leva à peine les yeux de son carnet de notes. Elle suit le rythme scolaire, mais elle s'isole. Elle ne participe pas au groupe d'études. C'est inquiétant à Pemberton. La collaboration est essentielle à la réussite ici. Ce qu'il avait omis de mentionner, c'est que personne n'avait invité Keisha à leur groupe d'études. Nadine l'apprit bien plus tard, par le concierge qui avait retrouvé sa fille. Mais c'est la rencontre avec la conseillère d'orientation, le docteur Melissa Thornton, qui avait véritablement alarmé Nadine. Le docteur Thornton avait refermé la porte avec précaution et parlé à voix basse de difficultés d'intégration et de périodes d'adaptation culturelle. Certains élèves mettent plus de temps à trouver leur place, avait-elle dit, ses ongles manucurés tapotant contre la lime de Keisha. Keisha a-t-elle mentionné des difficultés avec ses camarades? Elle dit que tout va bien. Les adolescents ne se confient pas toujours à leurs parents. Mais sachez que ma porte est toujours ouverte. En cas de problème, comme du harcèlement par exemple, nous avons une politique de tolérance zéro. Tolerance zero. Nadine se souviendrait plus tard de ces mots, lorsqu'elle comprendrait leur véritable signification. Tolérance zéro pour toute atteinte à l'image de l'école. Tolérance zéro pour les plaintes susceptibles de mécontenter les parents donateurs. Tolérance zéro pour tout, ce qui menaçait la réputation irréprochable de Pemberton. Après les conférences, Nadine avait essayé de reparler à Keisha. Elles dînaient ensemble, du riz et des petits pois avec du poulet, un plat réconfortant dans leur petite cuisine. Vos professeurs disent que vous êtes calme en classe. Keisha avait fait rouler la nourriture dans son assiette. Ils n'aiment pas quand je parle, maman. Que veux-tu dire? Quand je réponds aux questions, on me demande de me répéter. À chaque fois. Même quand je sais que tout le monde m'a entendu. Et puis Madison ou Brittany donnent exactement la même réponse, et soudain, c'est génial. Madison Whitmore. La fille du directeur. Brittany Shen Williams, dont la mère siégeait au conseil d'administration. Des noms qui resteraient gravés dans la mémoire de Nadine. Bébé, tu dois t'affirmer. J'ai essayé, maman. J'ai vraiment essayé. La voix de Keisha s'était brisée. En cours d'histoire, j'ai fait un exposé sur Marcus Garvey. Monsieur Davison a dit qu'il était trop axé sur la politique raciale et m'a donné un C. Madison, elle, a fait le sien sur les liens de sa famille avec le Mayflower et a eu un A+. Ce soir-là, Nadine avait serré sa fille dans ses bras tandis qu'elle pleurait. Elle lui avait murmuré des promesses, lui disant que les choses s'arrangeraient, que Keisha devait simplement faire ses preuves, que l'excellence finirait par triompher. Elle y avait cru, elle aussi. Elle avait cru que si Keisha travaillait assez dur, si elle réussissait suffisamment, elle pourrait surmonter tous les préjugés qui existaient à Pemberton. 2 semaines avant que tout ne bascule, un incident s'était produit, dont Nadine n'a eu connaissance qu'après coup.
Keisha était à la cafétéria, assise seule comme d'habitude, lorsque Madison et son groupe l'ont approchée. « Et, Keisha » avait dit Madison à voix haute. « Ma mère veut embaucher quelqu'un pour nettoyer le pool-house. Je lui ai dit que ta mère pourrait avoir besoin de travail supplémentaire. Vous êtes vraiment doué pour ce genre de choses. » Un silence de mort s'était installé dans la cafétéria. Tous les regards étaient tournés vers Keisha, attendant de voir sa réaction. « Ma mère est infirmière diplômée », avait dit Keisha à voix basse. « Ah oui, j'avais oublié. Elle nettoie les bassins de lit au lieu des toilettes. Tellement plus raffiné. » Les rires avaient suivi Keisha hors de la cafétéria, dans le couloir, jusqu'aux toilettes où elle s'était cachée jusqu'à la sonnerie. Aucun professeur n'était intervenu. Personne ne l'avait signalé. Les caméras de sécurité n'avaient mystérieusement rien enregistré à ce moment-là. Ce jour-là, le docteur Thornton avait convoqué Keisha dans son bureau. Non pas pour parler du harcèlement, mais pour lui suggérer qu'elle serait peut-être plus heureuse dans une école plus adaptée à son niveau de confort. « Je ne pars pas », avait dit Keisha. « Je ne te suggère pas de partir, ma chère. Je dis simplement que s'obliger à s'intégrer à un endroit où l'on n'a pas sa place peut être néfaste. Pour toutes les personnes concernées. » Ce fut la première véritable trahison. Le moment où l'institution qui avait promis de soutenir et de protéger Keisha révéla son vrai visage. Il ne voulait pas qu'elle réussisse. Il voulait qu'elle disparaisse discrètement, qu'elle devienne un exemple à ne pas suivre, un exemple de la raison pour laquelle les élèves boursiers issus de quartiers défavorisés n'avaient pas leur place à Pemberton. Mais Keisha était restée, têtue comme sa mère, déterminée à leur prouver qu'ils avaient tort. Elle était restée même lorsque les murmures s'étaient mués en raillerie, lorsque l'isolement était devenu suffocant, lorsque son corps avait commencé à trahir le stress que son esprit s'efforçait d'ignorer. Elle était restée jusqu'au 10 décembre, date à laquelle Madison Whitmore et Brittany Shen Williams avaient décidé de lui donner une dernière leçon sur l'importance de connaître sa place. Le 10 décembre commença comme tous les autres matins chez les Campbell. Nadine s'affairait, se préparant pour son double service tout en préparant le petit déjeuner. Keisha était assise à la table de la cuisine, sa tartine intacte refroidissant. « Tu dois manger quelque chose, bébé. »« Je n'ai pas faim. » Nadine marqua une pause, observant vraiment sa fille pour la première fois depuis des jours. Quand Keisha était-elle devenue si maigre? Quand ses cernes étaient-elles devenues permanentes sous ses yeux? Elle avait perdu au moins 7 kilos depuis son arrivée à Pemberton. « S'il te plaît, maman. Laisse-moi rester à la maison. Juste aujourd'hui. » Le cri de Keisha aurait dû suffire. Il aurait dû réveiller tous les instincts maternels de Nadine. Mais la réalité était dure. Elle ne pouvait pas se permettre de manquer le travail, et Keisha ne pouvait pas se permettre de manquer l'école, surtout avec les examens finaux qui approchaient. « Chérie, tu ne peux pas manquer l'école. Quoi qu'il arrive, on s'en occupera ce week-end, d'accord? Je te le promets. » Keisha avait hoché la tête, pris son sac à dos qui semblait peser plus lourd qu'elle, et était sortie. Elle s'était retournée une fois, et Nadine repasserait ce regard 1000 fois dans les jours à venir. C'était le regard de quelqu'un qui se noie et à qui on vient de dire de continuer à nager encore un peu. À la Pemberton Academy, Madison Whitmore était au centre de toutes les conversations dans le couloir principal. Son père lui avait parlé de la réunion du conseil d'administration de la veille, et des inquiétudes de certains parents concernant l'évolution démographique de l'établissement. Une seule élève boursière, et voilà que tout le monde s'inquiétait de la valeur des propriétés et des taux d'admission à l'université. « Tu as vu ce qu'elle porte aujourd'hui ?» s'exclama Brittany Shen Williams en riant, en désignant Keisha qui entrait. « Le même blazer depuis 3 mois. Il doit sentir le curry et la misère. » Le groupe a ri. Trevor Hartley, dont le père dirigeait le plus grand cabinet d'avocats de Boston, a ajouté « Mon père dit que sa mère poursuit l'école pour préjudice moral ou quelque chose comme ça. Vous imaginez? Il laisse entrer gratuitement des enfants de son genre, et elle en veut encore plus. » C'était un mensonge. Nadine n'avait jamais songé à porter plainte. Elle avait simplement demandé, lors d'une réunion, si l'école pouvait contribuer aux frais supplémentaires. Mais dans le milieu des commérages de Pemberton, une demande d'aide s'était transformée en menace de poursuite. Les yeux de Madison s'illuminèrent d'une idée. « Vous savez quoi? Je pense qu'il est temps de lui montrer exactement ce que nous pensons des personnes ingrates qui bénéficient de la charité. » Les cours du matin se sont déroulés dans un flou total pour Keisha. En biologie avancée, quelqu'un avait glissé un cafard mort dans son manuel avec un mot « pour votre collection ».
En histoire européenne, sa dissertation sur le colonialisme, sur laquelle elle avait travaillé pendant 3 semaines, avait mystérieusement disparu de la boîte de dépôt. Madame Harrison affirmait ne jamais l'avoir reçue. Mais c'est à l'heure du déjeuner que tout a dégénéré. Keisha avait pris l'habitude de manger à la bibliothèque, loin des tensions de la cafétéria. Mais aujourd'hui, la bibliothécaire l'a informé que les étudiants n'étaient plus autorisés à manger en dehors des zones prévues à cet effet. Nouvelle règle, applicable immédiatement. Keisha se retrouva donc à la cafétéria, plateau à la main, à la recherche d'une table libre dans un coin. Elle venait à peine de s'asseoir quand Madison apparut avec toute sa bande, 12 élèves qui régnaient en maître sur la hiérarchie sociale de Pemberton. « C'est notre table », dit simplement Madison. « Il y a plein d'autres tables », répondit Keisha à voix basse. « J'ai dit, c'est notre table. » Keisha se leva pour partir, mais Brittany lui barra le passage. « Où crois-tu aller ? Madison te parle. On n'apprend pas les bonnes manières en Jamaïque ? S'il vous plaît, je veux juste manger mon déjeuner. » « Dis-le correctement, » ordonna Madison. « Avec ton drôle d'accent. Dis, s'il vous plaît, mademoiselle, puis-je déjeuner ? » Le silence régnait dans la cafétéria. 200 élèves observaient, leur téléphone enregistrant discrètement. Pas un seul professeur en vue, il disparaissait toujours mystérieusement quand Madison prenait la parole. « Je ne ferai pas ça, » dit Keisha, sa voix plus forte qu'elle ne le ressentait. Trevor lui prit son plateau. « Alors tu ne mangeras pas. » Il l'a jeté à la poubelle. Ce gaspillage de nourriture. Une nourriture que Nadine avait payée avec de l'argent qu'il n'avait pas, fit brûler les yeux de Keisha de larmes qu'elle refusait de verser. « Oh, elle va pleurer ?» railla Brittany. « Elle va rentrer chez sa maman ? Oh, attends, maman est trop occupée à nettoyer les dégâts des autres pour s'en soucier. »« Ma mère est infirmière, » répéta Keisha pour la 100e fois. « Ah oui, essuyer des fesses avec un diplôme. Tellement mieux. » Madison S. Approacher. « Tu sais quel est ton vrai problème ? Tu croyais vraiment avoir ta place ici. Tu croyais que cette petite bourse faisait de toi l'un des nôtres. » Elle sortit son téléphone et montra une photo qu'elle avait prise de Nadine en blouse médicale lors de la réunion parents-professeurs. « C'est ta mère, n'est-ce pas ? » La mère de quelqu'un l'a prise pour une employée et a essayé de lui donner son manteau. Leur rire était comme des coups. Keisha a essayé de partir, mais ils l'ont encerclée. « On a fait quelques recherches, » annonça Trevor. « Ton appartement à Dorchester ? C'est un quartier difficile. Mon père dit que le taux de criminalité y est dingue. C'est sans doute pour ça que tu es si à l'aise avec les cafards. Et tenez-vous bien, » ajouta Brittany, sa mère gagne 48 000 $ par an. Mon père dépense plus que ça pour sa voiture. Chaque mot était calculé, conçu pour blesser. Ils avaient étudié sa vie, disséqué son existence, transformé sa pauvreté en divertissement. « Vous voulez savoir un secret ? » chuchota Madison, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Mon père voulait refuser votre candidature. Le jury a passé outre sa décision car il leur fallait une photo de diversité pour le site web. Vous n'êtes qu'un faire-valoir. Une case à cocher. Un cas social pour que les riches libéraux se sentent bien. » C'est alors que Keisha a craqué. « Au moins, j'ai mérité ma place ici. Toi, tu n'es là que parce que papa est le propriétaire de l'école. Sans son argent, tu ne vaux rien. Tu es stupide, cruel, et la seule raison pour laquelle on te tolère, c'est parce qu'on a peur de ton père. » Le silence qui suivit était assourdissant. Le visage de Madison devint rouge, puis blanc. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Personne n'avait jamais osé. « C'est fini pour toi, » dit Madison d'une voix calme. « À la fin de la journée, tu regretteras d'avoir mis les pieds dans cette école. » Les 2 heures suivantes furent marquées par une campagne de destruction coordonnée. Le casier de Keisha fut rempli d'ordures. Son sac à dos fut volé et retrouvé en morceaux dans la salle de bain. Quelqu'un publia en ligne l'emploi du temps de sa mère avec la légende « Disponible pour le ménage, tarif avantageux pour travail ingrat ». Mais le comble est arrivé en dernière heure. Keisha est entrée en cours de chimie avancée et a découvert des photos placardées partout. Des photos de son immeuble, de la vieille Honda de sa mère, de leur avis d'expulsion datant de 2 ans et que quelqu'un avait retrouvé sur Internet. Et le pire de tout, une photo des papiers d'expulsion de son père, datant de l'époque où elle avait 3 ans. La classe a éclaté de rire. Monsieur Peterson est entré, a vu les photos et a simplement dit « Du calme, tout le monde. Keisha, merci de ranger ça avant de commencer. »
Nettoyer ça. Comme si elle était la femme de ménage. Comme si c'était à elle d'effacer sa propre humiliation. Keisha Kurat. Elle dévala le couloir, dépassant les vitrines à trophées et les tableaux d'honneur, les portraits d'anciens élèves illustres qui ne lui ressembleraient jamais. Elle courut jusqu'à trouver le seul endroit à Pemberton où elle pouvait se cacher, le placard à fournitures dans l'aile abandonnée du bâtiment. Elle s'est effondrée, son corps cédant enfin à 3 mois de traumatismes répétés. Son cœur battait si fort qu'elle en avait mal. Elle ne pouvait plus respirer. Les murs se refermaient sur elle. Tout s'obscurcissait. Son dernier souvenir était d'avoir pensé que Madison avait peut-être raison. Peut-être qu'elle n'avait pas sa place ici. Peut-être qu'elle n'avait sa place nulle part. Le concierge, Roberto Valdez, la trouva 40 minutes plus tard lors de sa ronde. Lui-même immigré du Guatemala, il avait observé la dégradation de l'état de Keisha avec une inquiétude croissante. Il avait déjà vu cela, une étoile brillante lentement éteinte par des gens qui ne supportaient pas de la voir briller. Quand il l'a trouvée inconsciente, son pouls à peine perceptible, il n'a pas hésité. Il a d'abord appelé les secours, puis lui a prodigué un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Il lui a sauvé la vie, cet homme invisible qui nettoyait les dégâts causés par des enfants gâtés qui ne le considéraient jamais comme un être humain. Alors que l'ambulance s'éloignait, il passa un autre coup de fil. À Nadine Campbell, la femme qu'il avait vue s'épuiser à la tâche pour le rêve de sa fille. Il lui raconta tout, non seulement ce qui s'était passé aujourd'hui, mais aussi tout ce dont il avait été témoin en parcourant les couloirs de Pemberton avec son seau à serpillière. C'est à ce moment-là que Nadine Campbell a cessé d'être simplement une mère qui tentait de survivre. C'est à ce moment-là qu'elle est devenue tout autre chose. Quelque chose que l'Académie Pemberton n'avait jamais connu auparavant. Une mère qui n'a plus rien à perdre et tout à défendre. L'unité de soins intensifs du Massachusetts General Hospital empestait le désinfectant et les rêves brisés. Nadine était assise au chevet de Keisha, observant la poitrine de sa fille se soulever et s'abaisser avec une précision mécanique. 17 ans, branchée à plus de machines que certains patients opérés. Le cardiologue avait donné un diagnostic clinique, cardiomyopathie de stress, troubles paniques, déshydratation sévère. Ce qu'il ne pouvait expliquer, c'était comment le corps d'une adolescente en pleine santé avait pu s'arrêter aussi brutalement. Quand pourra-t-elle rentrer à la maison ? Avait demandé Nadine. Cela dépend de son état mental à son réveil. Madame Campbell, votre fille n'a pas simplement fait une crise de panique. Il s'agissait d'une véritable dépression nerveuse. Du genre de celle qu'on observe généralement chez les anciens combattants ou les victimes de violences. Survivantes de maltraitance. Ces mots ont frappé Nadine comme des coups de poing. Pendant qu'elle enchaînait les doubles quarts pour payer les uniformes et les frais de laboratoire, son bébé vivait un véritable enfer. Le principal Whitmore est arrivé 2 heures après l'admission de Keisha, apportant des fleurs et affichant une sollicitude feinte. Il avait troqué son costume habituel contre un pantalon kaki et un pull. La tenue qu'il portait en cas de crise, conçue pour lui donner l'air d'un éducateur attentionné plutôt que d'un administrateur. « Nadine, je suis vraiment désolé pour ce terrible incident », dit-il en s'installant dans le fauteuil visiteur avec l'aisance de quelqu'un habitué aux visites à l'hôpital. « Nous prions tous pour le rétablissement de Keisha. » Un incident. La voix de Nadine était d'un calme glacial. « Ma fille a failli mourir. » Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Cette situation tragique. Je tiens à vous informer que Pemberton prend le bien-être des étudiants très au sérieux. Nous lançons une enquête approfondie sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais même pendant qu'il parlait, Nadine le voyait calculer. Son regard se portait sans cesse vers le poste des infirmières, vérifiant qui pouvait écouter. Il ne s'agissait pas du bien-être de Keisha. Il s'agissait de limiter les dégâts. Monsieur Whitmore, que pensez-vous qu'il s'est passé exactement ? D'après ce que nous avons compris, Keisha a eu un malaise pendant le déjeuner. Une crise de panique, peut-être ? Ce genre de chose peut être héréditaire. Y a-t-il des antécédents familiaux de maladie mentale ? Ce subtil renversement de situation était magistral. Non pas du harcèlement scolaire, mais une maladie mentale. Non pas une défaillance institutionnelle, mais une prédisposition génétique. Nadine connaissait ce discours. Quand des enfants noirs avaient des comportements difficiles, c'était dû à une pathologie. Quand des enfants blancs faisaient la même chose, c'était dû aux circonstances. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ma fille se portait bien avant d'intégrer votre école. La seule chose qui a changé, c'est l'environnement dans lequel vous l'avez placée.
L'expression de Whitmore changea légèrement, son masque glissant. Nadine. Puis-je vous appeler Nadine? Je comprends que vous soyez bouleversée. N'importe quel parent le serait. Mais nous ne pouvons pas accuser qui que ce soit sans preuve. L'Académie Pemberton accueille des familles depuis plus d'un siècle. Nous avons des protocoles, des mesures de sécurité. Vos mesures de protection ont failli à leur mission envers mon enfant. Ou peut-être, dit-il avec précaution, Pemberton n'était tout simplement pas fait pour Keisha. Certains élèves s'épanouissent dans notre environnement, d'autres le trouvent difficile. Il n'y a aucune honte à admettre qu'une situation ne fonctionne pas. Voilà. Le vrai message. Partez discrètement, et on fera comme si de rien n'était. Faites du bruit, et on vous anéantira. Le docteur Sarah Martinez, médecin traitant de Keisha, interrompit la conversation. Elle écoutait depuis l'embrasure de la porte, le visage impassible. Monsieur Whitmore, je dois m'entretenir en privé avec Madame Campbell au sujet du traitement de sa fille. Lorsque Whitmore partit, le docteur Martinez ferma la porte et s'assit lourdement. Elle avait à peu près le même âge que Nadine, et ses yeux étaient fatigués, marqués par le temps. Moi aussi, j'ai fréquenté une école privée, dit-elle sans préambule. Une autre école, mais le même jeu. Je sais de quoi il s'agit, et je sais ce qu'ils vont essayer de faire. Que veux-tu dire? Ils vont vous manipuler. Vous faire douter de vos certitudes. Ils vont insinuer que votre fille est fragile, instable, voire violente. Ils vont évoquer ses notes, son assiduité, tout ce qui pourra la faire passer pour la responsable du problème. Le docteur Martinez sortit son téléphone. J'ai déjà tout consigné. Les symptômes physiques, la chronologie des événements, les signes d'un traumatisme psychologique prolongé. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Elle a montré à Nadine des photos des bras de Keisha, des égratignures dues à des grattages nerveux, de l'eczéma lié au stress, des signes d'anxiété persistante. Depuis combien de temps est-elle comme ça? Je ne sais pas, cet aveu brisa le cœur de Nadine. Elle a dit que tout allait bien. Je l'ai cru. On leur apprend à souffrir en silence. Ces enfants comprennent très tôt que se plaindre ne fait qu'empirer les choses. La voix du docteur Martinez se fit plus dure. Madame Campbell, j'ai soigné 3 autres élèves d'école privée UP cette année. Même constat pour tous. Des enfants brillants issus de familles ouvrières qui craquent sous la pression de devoir s'intégrer dans des milieux qui ne les ont jamais voulu. Cette nuit-là, alors que Keisha dormait sous forte sédation, le téléphone de Nadine se mit à sonner. La nouvelle s'était répandue dans la communauté de Pemberton, et les réactions révélaient tout sur les priorités de l'école. C'est la conseillère d'orientation, Madame Melissa Thornton, qui a appelé en premier. Je viens d'apprendre ce qui est arrivé à Keisha. Je tiens à vous dire que je suis préoccupée par sa santé mentale depuis des semaines. J'ai d'ailleurs noté plusieurs situations où elle semblait instable. Unstable. Un autre mot soigneusement choisi. Quel cas? Elle pleurait souvent dans mon bureau. Elle parlait de son sentiment de ne pas appartenir à un groupe, d'être persécutée. Des signes classiques de pensée paranoïaque. J'avais d'ailleurs prévu de lui recommander une évaluation psychiatrique. Nadine savait que c'était un mensonge. Keisha n'avait jamais mentionné sa rencontre avec le docteur Thornton. Mais voilà que surgissaient des documents, des dossiers qui présentaient sa fille comme une malade mentale plutôt que comme une victime de maltraitance systématique. Le deuxième appel provenait de la mère de Madison, Victoria Whitmore. Oui, la femme du directeur. Elle avait appelé de son numéro personnel, la voix empreinte d'une fausse compassion. Nadine, Richard m'a raconté ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée. Si notre famille peut faire quoi que ce soit. Votre fille était impliquée. O Makerie, non. Madison ne ferait jamais ça. Elle a été élevée dans l'ouverture, dans l'accueil de tous. Au contraire, elle a toujours essayé d'aider Keisha à s'intégrer. Parfois, ses efforts sont mal interprétés. La manipulation mentale était d'un niveau professionnel. La cruauté de Madison était présentée comme une gentillesse mal comprise. Le harcèlement systématique était requalifié en incompréhension culturelle. Madame Whitmore, je sais ce que votre fille a fait. Je crois que tu es confuse, ma chérie. Le chagrin et le stress peuvent nous faire voir des choses qui n'existent pas. Madison a mentionné que Keisha souffrait de délire, croyant que d'autres élèves parlaient d'elle alors que ce n'était pas le cas. À minuit, Nadine avait reçu cet appel. Tous les parents, tous les enseignants, tous les membres de l'administration dressaient le même tableau.
Keisha, une élève boursière en difficulté qui avait fini par craquer sous la pression de tenter de rivaliser dans un milieu qui n'était pas le sien. Mais soudain, son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. Madame Campbell, c'est Roberto Valdez. Je fais le ménage à l'école. Il faut qu'on parle. J'ai des choses que vous devez voir. Ils se sont rencontrés à la cafétéria de l'hôpital à 6 heures du matin. Roberto avait l'air de n'avoir pas dormi. Son uniforme d'agent d'entretien était froissé après une longue journée de travail. Il portait un sac à dos usé qu'il serrait contre lui comme une bouée de sauvetage. Madame Campbell, je suis désolé pour votre fille. C'est une bonne enfant. La seule qui m'ait jamais remercié quand j'ai vidé sa poubelle. Il ouvrit son sac à dos et sortit son téléphone. J'ai commencé à filmer il y a environ 3 semaines, quand j'ai vu ce qu'il lui faisait. La première vidéo datait du 20 novembre. Madison et son groupe, dans une salle de classe vide, planifiaient leur campagne contre Keisha. Méthodiquement, ils discutaient des professeurs à approcher, des mensonges à répandre et de la manière de lui rendre la vie insupportable sans laisser de traces. Cette boursière se prend pour une star, a déclaré Madison sur l'enregistrement. Papa dit que si on arrive à la faire partir de son plein gré, ça enverra un message aux autres personnes qui bénéficient d'une œuvre de charité. La deuxième vidéo était pire. Trevor Hartley y expliquait comment le cabinet d'avocats de son père avait mené une enquête sur la famille de Nadine. Ils avaient obtenu ses relevés bancaires, son historique d'immigration et des détails sur l'expulsion de son ex-mari. Des informations qui auraient dû rester privées, confidentielles et protégées par la loi. Mon père dit qu'on peut utiliser ça, dit Trevor d'un ton désinvolte. Lui faire croire qu'elle est surveillée, qu'on enquête sur elle. Guerre psychologique. La troisième vidéo fit trembler les mains de Nadine. Brittany Shen Williams y expliquait comment sa mère, membre du conseil d'administration, avait expressément demandé que Keisha soit confiée aux professeurs les plus sévères, ceux qui étaient connus pour briser les élèves difficiles. Madame Harrison a déjà accepté de la faire échouer à la prochaine dissertation. Il paraît que le contenu est inapproprié ou que la recherche est insuffisante. Il ne nous reste plus qu'à lui donner le sujet. Roberto disposait de plusieurs heures d'images. On y voyait des élèves, des professeurs, et même des membres de l'administration discuter du « problème Keisha » et de la manière de le résoudre. Ils avaient transformé la destruction d'une jeune fille de 16 ans en une action concertée impliquant des dizaines de personnes. « Pourquoi me montres-tu ça » demanda Nadine. « Parce que j'ai aussi une fille. Et parce que j'ai déjà vu ça. Ils l'ont fait au garçon Rodriguez il y a 2 ans, et à la fille qui m'avant lui. Ils recrutent 1 ou 2 enfants boursiers pour les avantages fiscaux et les photos de diversité, puis ils les détruisent systématiquement. Mais pourquoi l'enregistrer ? Le regard de Roberto était dur. Parce que j'en ai assez que des gens invisibles comme nous se fassent piétiner par des gens comme eux. Et parce que votre fille s'est défendue hier. Elle a dit à Madison Whitmore exactement qui elle était. Il a fallu du courage pour ça. Il lui tendit une clé USB. Tout est dessus. Des vidéos, des photos, des documents que j'ai trouvés dans leur poubelle. Il croit que les agents d'entretien ne voient rien, ne comprennent rien. Il se trompe. Alors que Roberto s'éloignait, il se retourna. Madame Campbell, ils vont vous attaquer de front. Ils vont vous faire croire que vous êtes folle, que vous inventez tout. Mais vous ne l'êtes pas. Et vous n'êtes pas seule. Seule. C'est exactement ce que ressentit Nadine en retournant dans la chambre de Keisha. Mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle ressentit aussi autre chose. Elle se sentait en danger. La guerre n'avait pas commencé lorsque Keisha s'est effondrée dans ce placard à fournitures. Elle avait commencé au moment où l'Académie Pemberton a décidé qu'une brillante jeune fille noire jamaïcaine était un problème à résoudre plutôt qu'une élève à accompagner. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient supposé que Nadine Campbell n'était qu'une autre immigrée sans défense qui disparaîtrait discrètement lorsque les choses se compliqueraient. Ils allaient bientôt découvrir à quel point ils avaient tort. Nadine pensait avoir saisi l'ampleur de la trahison. Du harcèlement scolaire exacerbé par des élèves arrogants, encouragé par des professeurs complices, étouffé par une administration soucieuse de sa réputation. Grave, certes, mais gérable. Quelque chose qu'elle pourrait combattre grâce aux preuves de Roberto et au dossier médical du docteur Martinez. Elle avait tort. La révélation eut lieu 3 jours après l'admission de Keisha, lorsque le docteur Martinez l'a pris à part, l'air grave. « Madame Campbell, je dois vous montrer quelque chose. Cela concerne les autres élèves dont j'ai parlé, ceux qui viennent d'écoles privées UP.
Ils étaient assis dans le bureau du docteur Martinez, entourés de revues médicales et de photos de famille. Le médecin ouvrit un épais dossier, dont le contenu était organisé avec la précision de quelqu'un qui prépare un dossier judiciaire. J'ai commencé à tenir des registres après le deuxième cas. James Rodriguez, de Pemberton, a été admis il y a 8 mois. Il présentait les mêmes symptômes que Keisha, un infarctus du myocarde lié au stress, une anxiété sévère et une dépression nerveuse. Elle montra les rapports médicaux à Nadine. Un garçon brillant du Salvador, boursier à Pemberton, brisé par un harcèlement systématique jusqu'à ce que son corps le lâche. Sa famille est retournée au Salvador. Il n'avait pas les moyens de payer les frais médicaux, il ne pouvait pas supporter la honte de la communauté. Le dossier suivant était plus épais. Angela Kim, admise il y a 14 mois. Major de sa promotion dans un lycée public, bourse complète pour Pemberton. Même schéma, même rechute. Ses parents l'ont retirée de l'hôpital et l'ont envoyée vivre chez des proches en Californie. La famille s'est retrouvée ruinée par les frais de son traitement. Les mains de Nadine tremblaient tandis qu'elle feuilletait les documents. 3 enfants brillants, 3 familles brisées, tous suivant le même scénario. L'école ne m'a jamais parlé des autres élèves. Officiellement, ces affaires n'étaient pas liées à l'Académie Pemberton. L'école a des avocats, Madame Campbell. Des bons. Ils savent comment faire disparaître les problèmes. Le docteur Martinez sortit son ordinateur portable et ouvrit un dossier crypté. J'ai enfreint au moins 6 lois sur la protection de la vie privée pour obtenir ça, mais je pense que vous devez le voir. Elle cliqua sur un fichier vidéo, des images de vidéosurveillance du service de facturation de l'hôpital. L'horodatage indiquait le lendemain de l'admission de James Rodriguez. Un homme en costume de marque était assis en face du père de James, faisant glisser des papiers sur le bureau. Le son était faible, mais suffisamment clair. Monsieur Rodriguez, je travaille pour la compagnie d'assurance de l'école. Ces factures médicales vont être considérables. Facilement à 6 chiffres. Mais l'Académie Pemberton souhaite vous aider. L'homme ouvrit une mallette, révélant une liasse de billets soigneusement empilés. 25 000 $. En espèces. Sans poser de questions. Il nous faut simplement votre signature sur un accord de confidentialité. Un document simple attestant que les problèmes médicaux de votre fils étaient préexistants et sans lien avec sa scolarité. Le père de James, un ouvrier du bâtiment aux mains burinées par le travail, fixait l'argent comme s'il s'agissait de poison. Mon fils était en bonne santé avant votre école. Je comprends que vous le pensiez. Mais les experts médicaux ne partagent pas cet avis. Le psychiatre de votre fils, le docteur Raymond Kellner, l'un des spécialistes les plus réputés de la ville, a examiné le dossier. Il estime que James souffrait de troubles mentaux sous-jacents qui se sont manifestés sous la pression scolaire. Ce n'est pas rare dans les familles immigrées où les enfants subissent une pression qui dépasse leurs capacités. Le racisme latent de cette remarque a donné la nausée à Nadine. Une pression scolaire qui les dépasse. Comme si les enfants d'immigrés n'étaient pas faits pour l'excellence. Et si je ne signe pas? L'expression de l'homme resta impassible. Vous vous retrouverez alors face à une dette médicale colossale, une possible procédure d'expulsion. Saviez-vous que votre visa de travail présente des irrégularités? Et une bataille juridique très médiatisée contre l'une des institutions les plus prestigieuses de Boston. Une institution aux ressources illimitées et qui ne tolère aucune fausse accusation. Le père de James avait signé. Il avait pris l'argent. Il avait renoncé au droit de son fils à la justice en échange de sa survie financière. Le docteur Martinez a passé rapidement des images similaires de l'affaire Angela Kim. Même homme, même mallette, même scénario. Les parents d'Angela avaient tenu plus longtemps, mais les menaces étaient plus précises. Des descentes de l'immigration dans le restaurant de son père, des infractions aux normes d'hygiène apparues du jour au lendemain, des inspections des pompiers ayant révélé des infractions inexistantes. Ils ont un système bien rodé, dit le docteur Martinez d'une voix calme. Détruire l'enfant, faire pression sur la famille, acheter leur silence. Propre, efficace, juridiquement irréprochable. Nadine sentait les murs se refermer sur elle. Combien de familles? À ma connaissance, 6 ces 3 dernières années. Tous boursiers. Tous des enfants brillants, issus de familles d'immigrés de la classe ouvrière. La voix du docteur Martinez se fit amère. Et il n'y a pas que Pemberton. J'ai des cas similaires dans 3 autres écoles privées d'élite de la région. On dirait qu'ils se partagent la même recette.
Le médecin ouvrit un autre dossier, celui-ci portant la mention « confidentiel, juridique ». C'est la partie qui va vous détruire, Madame Campbell. Je suis désolé, mais vous devez le savoir. À l'intérieur se trouvaient des documents financiers, des procès-verbaux de réunion du conseil d'administration et de la correspondance entre les administrateurs de l'école. Le premier document était une note de service datée de 2 ans auparavant, signée par le conseil d'administration de Pemberton. Initiative diversité, phase 2. Le conseil d'administration a approuvé l'expansion du programme de bourse, en mettant davantage l'accent sur les élèves brillants issus de communautés sous-représentées. Objectif, 12 élèves par année. Budget alloué, 2,4 millions de dollars pour les bourses et 500 000 dollars pour les services de soutien et de rattrapage scolaire. Services de remédiation et de soutien. Cela semblait bienveillant jusqu'à ce que Nadine lise les détails. Les services de soutien comprennent un accompagnement psychologique renforcé pour les problèmes d'adaptation, un soutien scolaire pour les élèves confrontés à des attentes élevées et une intervention de crise pour les familles rencontrant des difficultés d'intégration. Ils avaient prévu un budget d'1 demi-million de dollars non pas pour aider les étudiants boursiers à réussir, mais pour gérer leur échec inévitable. Le document suivant était pire encore. Il s'agissait d'une police d'assurance souscrite par la Pemberton Academy, couvrant les incidents liés au bien-être des élèves entraînant des urgences médicales ou des poursuites judiciaires de la part de leur famille. Prime, $200,000 per annum. Couverture, jusqu'à 1 million de dollars par incident pour les indemnités et les frais de défense. Il s'était littéralement assuré contre la destruction d'enfants. Mais c'est le document final qui a complètement bouleversé le monde de Nadine. Un profil psychologique, commandé par l'Académie Pemberton avant même l'admission de Keisha. 12 pages analysant son milieu familial, sa situation financière, ses réseaux de soutien social et ses faiblesses psychologiques. La personne étudiée présente des indicateurs classiques d'une forte motivation à la réussite, associée à une anxiété liée à l'isolement social. Le fait de vivre dans un foyer monoparental, confronté à des difficultés financières, crée des conditions propices à une modification comportementale. Les contraintes professionnelles de la mère et son statut d'immigré limitent sa capacité à assurer un suivi ou un soutien. Son perfectionnisme et sa fierté culturelle la rendent peu susceptible de demander de l'aide en cas de difficulté. Ils avaient étudié Keisha comme un cobaye avant même qu'elle ne mette les pieds sur le campus. Ils avaient identifié ses faiblesses, répertorié ses vulnérabilités et planifié précisément comment la briser. Le profil était signé par le docteur Raymond Kellner, le même psychiatre qui avait déclaré tous les autres enfants malades mentaux. Il le savait, murmura Nadine. Il savait exactement ce qu'ils allaient lui faire. Le docteur Martinez hocha la tête d'un air sombre. Ce programme de bourse n'a rien à voir avec la diversité, Madame Campbell. Il s'agit de créer des victimes manipulées. Ils recrutent des enfants brillants issus de familles vulnérables, les détruisent systématiquement, puis utilisent leurs effondrements pour justifier pourquoi ces gens-là n'ont pas leur place dans les institutions d'élite. Mais pourquoi ? Pourquoi feraient-ils cela ? Parce que cela sert plusieurs objectifs. Ils obtiennent des avantages fiscaux pour leurs initiatives en faveur de la diversité. Ils peuvent ainsi se vanter auprès des donateurs d'être inclusifs tout en s'assurant qu'aucun changement réel ne se produise. Et surtout, ils peuvent ainsi prouver à eux-mêmes et à leur communauté qu'ils avaient raison depuis le début, que les enfants comme Keisha n'ont pas leur place dans leur monde. Nadine sentit ses jambes flancher. Elle s'affaissa sur la chaise, submergée par l'ampleur de la trahison. Ce n'était pas du simple harcèlement. Ce n'était même pas du racisme institutionnel. C'était une guerre psychologique calculée contre les enfants, sa fille étant la dernière victime d'une guerre dont elle ignorait tout. Il y a plus, dit doucement le docteur Martinez. L'homme dans les vidéos, celui avec la mallette ? Il s'appelle Thomas Kellner. Le frère du docteur Kellner. Il ne travaille pas pour une compagnie d'assurance. Il travaille pour un cabinet de conseil privé spécialisé dans la gestion de la réputation des institutions prestigieuses. Le lien fraternel indiquait que l'affaire dépassait le cadre d'un seul établissement scolaire. Il s'agissait d'un réseau, d'un système conçu pour protéger les institutions fortunées des conséquences de leurs actes. Il disposait de psychologues pour diagnostiquer les victimes, d'avocats pour faire taire les familles et de consultants pour dissimuler les dégâts. Madame Campbell, ils vont s'en prendre à vous ensuite. Probablement demain, peut-être ce soir. Ils vous offriront de l'argent, vous menaceront de poursuites judiciaires, tenteront de vous convaincre que les combattre détruira ce qui reste de votre famille. Nadine repensa à son petit appartement de Dorchester,
à son diplôme d'infirmière qui pourrait être remis en question, à son statut d'immigré qui pourrait être contesté. Elle pensa à Keisha, allongée sur ce lit d'hôpital, brisée par des gens qui avaient planifié sa destruction avant même de la rencontrer. Qu'est-il arrivé aux autres familles qui ont riposté? Le silence du docteur Martinez était une réponse suffisante. Tous. Detroit. Ruiné. Expulsé. Discrédité. Le système se protège de lui-même, Madame Campbell. Il l'a toujours fait. Nadine se leva lentement, l'esprit tourmenté. 6 familles. 6 enfants brillants. Tous sacrifiés pour maintenir l'illusion que l'Académie Pemberton était un lieu d'excellence plutôt qu'une machine conçue pour écraser quiconque ne correspondait pas à leur définition étriquée de l'appartenance. Docteur Martinez, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi m'aidez-vous? Vous pourriez perdre votre permis, votre carrière. Pourquoi prendre ce risque? La doctoressa resta silenciosa un long moment. Parce que j'étais comme Angela Kim, moi aussi. Une autre école, une autre époque, mais le même système. Ils ont failli me briser, moi aussi. La seule différence, c'est que j'avais une personne qui a refusé de les laisser gagner. Elle désigna une photo sur son bureau, une femme noire d'un certain âge, en uniforme d'infirmière. Ma grand-mère. Elle m'a appris que parfois, il faut se battre même quand on sait qu'on va perdre. Parce que si on ne se bat pas, il gagne impunément. Et si vous vous battez? Alors peut-être que vous perdez, mais ils ne gagnent pas franchement. Peut-être que vous leur rendez la tâche plus difficile pour le prochain enfant. Peut-être que vous semez des graines qui deviendront quelque chose de plus grand. Nadine retourna dans la chambre de Keisha, le cœur brisé. Elle pensait se battre pour sauver sa fille. En réalité, elle se battait pour dénoncer un système qui détruisait des familles depuis des années, avec la complicité de ceux en qui elle avait placé sa confiance pour protéger les enfants. La bourse n'avait pas été une opportunité. C'était un piège. Et Keisha n'était pas une étudiante. Elle était une cible. La guerre n'opposait pas sa fille à quelques brutes. Elle opposait tout ce en quoi Nadine croyait en la justice et l'équité à une machine conçue pour écraser ses convictions sous le poids de l'argent, du pouvoir et d'une cruauté systématique. Assise au chevet de Keisha, tenant la main de sa fille tandis que des machines diffusaient leurs berceuses électroniques, Nadine réalisa que tout ce qu'elle croyait savoir de ce combat était faux. Et tout ce qu'elle s'apprêtait à faire allait soit sauver sa fille, soit les détruire toutes les deux. Mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle savait exactement qui était le véritable ennemi. Thomas Kellner arriva à l'hôpital général du Massachusetts à 9 heures précises, sa mallette fétiche à la main et un sourire figé dans le temps. Il avait déjà joué ce jeu 6 fois et savait exactement comment cela se terminerait. Il prenait toujours l'argent. La peur était un puissant moteur, et les familles immigrées avaient tant de raisons de craindre. Il trouva Nadine dans la chambre de Keisha, en train de lire à sa fille un recueil de poèmes de Maya Angelou, un exemplaire usé. La fillette était maintenant réveillée, mais à peine réactive, fixant le plafond comme si elle y voyait un monde meilleur. Madame Campbell? Je suis Thomas Kellner, de la compagnie d'assurance de l'Académie Pemberton. Pourrions-nous avoir un petit échange? Nadine leva les yeux et le reconnut immédiatement grâce aux vidéos du docteur Martinez. Le prédateur était venu, comme prévu. Je ne quitterai pas ma fille. Bien sûr que non. Quelle mère ferait ça? Il s'installa sans y être invité dans le fauteuil visiteur et ouvrit sa mallette avec une efficacité presque mécanique. Je suis là pour vous aider. Cette situation est tragique pour tout le monde. Les frais médicaux de votre fille vont être considérables. Le regard de Keisha se porta furtivement sur sa mère, un éclair de lucidité perçant le brouillard médicamenteux. Même dans son état de détresse, elle pressentait le danger. Le devis préliminaire du service de facturation s'élève à un peu plus de 90 000 $, poursuivit Kellner en sortant un document officiel. Et ce, uniquement pour les 3 premiers jours. Si Keisha a besoin de soins psychiatriques prolongés, d'une thérapie continue, de médicaments, on parle d'un demi-million de dollars minimum. Il laissa planer ce chiffre dans l'air. Un demi-million de dollars. Plus d'argent que Nadine n'en gagnerait en 15 ans. Heureusement, l'Académie Pemberton souhaite vous aider. Nous avons créé un fonds d'urgence spécialement pour les situations comme celle-ci. Il ouvrit une enveloppe en papier craft et en sortit un chèque de banque. $50,000. De quoi couvrir tous les frais médicaux, plus une indemnisation pour le préjudice subi par votre famille. Nadine fixa le chèque.
Une somme qu'elle n'avait jamais vue réunie en une seule fois. De quoi rembourser ses prêts étudiants, déménager dans un appartement plus convenable, peut-être même acheter une petite maison. De quoi offrir à Keisha la vie dont Nadine avait toujours rêvé. Il nous faut simplement votre signature sur cet accord, dit Kellner en faisant glisser un épais contrat sur la table d'hôpital. C'est très simple. Il s'agit de reconnaître que les problèmes médicaux de Keisha sont liés à des troubles mentaux préexistants, aggravés par la pression scolaire normale d'un établissement d'élite. Rien de plus. Nadine feuilleta les pages, reconnaissant des phrases clés des enregistrements de Roberto. Accord de confidentialité. Absence de reconnaissance de culpabilité. Renonciation à toute action en justice future. Et, dissimulée dans le jargon juridique, une clause qui la glaça d'effroi. Le signataire reconnaît que toute déclaration publique contraire aux termes du présent accord constitue une diffamation et une fraude, passible de poursuites judiciaires immédiates et de sanctions financières pouvant atteindre $1 million. Et si je ne signe pas? L'expression de Kellner resta inchangée, mais quelque chose changea dans son regard. Eh bien, ce serait regrettable. Car vous vous retrouveriez alors seul face à cette situation. Et Madame Campbell, sachez que l'Académie Pemberton prend les fausses accusations très au sérieux. Surtout lorsqu'elles proviennent de familles au passé compliqué. Il sortit un autre dossier, nettement plus épais. Nous avons dû faire quelques recherches, vous comprenez. Une simple vérification. Votre parcours migratoire est assez intéressant. Saviez-vous qu'il y a des incohérences dans votre demande de visa initiale? Rien de grave, mais le genre de choses qui pourrait déclencher une enquête de l'ICE si elle était portée à l'attention des autorités compétentes. Le cœur de Nadine s'est arrêté. Sa demande de visa initiale, datant de 20 ans plus tôt, alors qu'elle était jeune et désespérée, et qu'elle avait peut-être enjolivé la vérité sur son parcours scolaire pour obtenir un visa étudiant. Et votre permis d'infirmière, poursuivit Kellner d'un ton conversationnel. L'Ordre des infirmiers du Massachusetts exige la divulgation complète de toute procédure judiciaire. Si vous portiez plainte contre Pemberton, cela constituerait une procédure judiciaire. Omettre de la déclarer entraînerait la suspension de votre permis. Un véritable dilemme. L'étau se resserrait. Sans permis, pas de travail. Sans travail, pas d'assurance, pas de quoi payer les soins de Keisha, pas de quoi entretenir leur appartement. Et si l'ICE s'en mêlait? Il y a aussi la question de la bourse de votre fille, ajoutait Kellner. Pemberton a examiné le dossier scolaire de Keisha et a relevé plusieurs points préoccupants. Par exemple, une surévaluation de ses notes dans son ancien établissement. Des doutes subsistent quant à l'authenticité de ses résultats aux examens d'entrée. Si ces problèmes étaient rendus publics. Ses scores étaient légitimes. Je suis sûr que vous le pensez. Mais dans ce genre de situation, la perception est la réalité. Une enquête publique pour fraude aux bourses d'études poursuivrait votre famille à jamais. Chaque candidature universitaire, chaque entretien d'embauche, chaque vérification des antécédents. Les questions n'en finiraient jamais. Keisha émit un petit son, à peine audible. Lorsque Nadine se tourna vers elle, les yeux de sa fille étaient remplis de larmes. Elle avait tout entendu. Elle avait compris que même se défendre anéantirait le peu d'avenir qui lui restait. Ma fille a besoin de thérapie, de soutien et de temps pour guérir. Cet accord l'empêcherait d'obtenir de l'aide. Absolument pas. Nous avons en fait en sorte qu'elle reçoive les meilleurs soins. Le docteur Raymond Kellner, sans lien de parenté, malgré le nom, est l'un des psychiatres pour adolescents les plus réputés de Boston. Il est spécialisé dans les cas comme celui de Keisha. Traumatismes liés à l'immigration, troubles de l'identité, difficultés psychologiques rencontrées par les étudiants qui peinent à s'intégrer dans les milieux universitaires d'élite. Traumatisme lié à l'immigration. Troubles de l'identité. Le même vocabulaire que dans les profils psychologiques, destinés à pathologiser la réaction de Keisha face aux violences systématiques. Quel genre de traitement? Dans un premier temps, elle serait placée en établissement résidentiel. 6 mois dans un centre spécialisé pour adolescents en difficulté issus de milieux divers. C'est assez coûteux, généralement $100 000, mais ce serait pris en charge par notre accord. Keisha bénéficierait d'une prise en charge 24h/24 par des professionnels qui comprennent ses difficultés particulières. Des soins constants. 6 mois loin de sa mère, loin de toute personne susceptible de corroborer sa version des faits. 6 mois de thérapie intensive visant à la convaincre que sa réalité n'était qu'illusion, son traumatisme une maladie mentale, et sa colère,
pourtant légitime, une réaction pathologique. Vous voulez me séparer de ma fille. Nous voulons le meilleur pour Keisha. Et parfois, Madame Campbell, ce qui est le mieux pour un enfant n'est pas ce que les parents veulent entendre. Le téléphone de Kellner vibra. Il y jeta un coup d'œil et sourit. Ah, ça tombe à pic. Madame Campbell, sachez que le département de l'enfance et de la famille du Massachusetts a reçu ce matin un signalement inquiétant. Anonyme, malheureusement, mais très détaillé. Il est reproché à Keisha d'avoir négligé sa santé mentale, d'avoir ignoré des signes évidents de détresse et d'avoir privilégié ses propres intérêts financiers à son bien-être. Le service de protection de l'enfance, DCF, pourrait retirer Keisha définitivement à son père, la placer sous la tutelle de l'État et déchoir Nadine de ses droits parentaux. Et compte tenu des relations de Kellner, Keisha finirait de toute façon dans l'établissement résidentiel dont il avait parlé. L'enquêteur sera là cet après-midi, a poursuivi Kellner. Bien sûr, si vous avez déjà signé notre accord et que Keisha reçoit les soins appropriés, il n'y aura pas grand-chose à enquêter. Tout était lié. Tous les services auxquels Nadine aurait pu s'adresser pour obtenir de l'aide, immigration, agrément médical, protection de l'enfance, avaient été utilisés contre elle. Ils avaient étudié ses faiblesses pendant des mois, cartographié chaque point faible, planifié chaque angle d'attaque. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Le temps nous manque cruellement. Le service de facturation de l'hôpital ferme à 17 heures aujourd'hui. Si le problème n'est pas réglé d'ici là, ils seront contraints d'entamer une procédure de recouvrement. Et une fois que ce sera lancé, il haussa les épaules, l'air contrit. Ses affaires prennent une tournure inattendue. Nadine regarda sa fille, brisée et silencieuse sur son lit d'hôpital. Elle regarda le chèque qui pourrait résoudre tous leurs problèmes financiers. Elle regarda le contrat qui effacerait la vérité sur sa fille et garantirait que personne ne serait jamais tenu responsable de ce qui lui était arrivé. Madame Campbell, je tiens à ce que vous compreniez quelque chose. Je n'aime pas ça. J'ai moi-même des filles. Mais le monde a des règles, des hiérarchies, des systèmes qui fonctionnent depuis des siècles. Quand on essaie de perturber ces systèmes, tout le monde en souffre. Le mieux que vous puissiez faire pour Keisha, c'est de l'aider à accepter sa place dans le monde et à aller de l'avant. Accepte sa place. Ces mots frappèrent Nadine comme un coup de poing. Il ne s'agissait pas d'argent, de responsabilité ou de réputation institutionnelle. Il s'agissait d'apprendre à sa fille que les brillantes jeunes filles noires jamaïcaines devaient rester au bas de l'échelle sociale, et que toute tentative de s'élever au-dessus de cette condition serait systématiquement anéantie. On frappa à la porte, interrompant ses pensées. Une femme portant un badge des services de protection de l'enfance entra dans la pièce, suivie de 2 agents de sécurité. Madame Campbell? Je suis Jennifer Walsh, du département de l'enfance et de la famille. Nous devons discuter de certaines préoccupations concernant la prise en charge de votre fille et votre aptitude à être parent. Kellner consulta sa montre. Je vous laisse gérer cette situation, Madame Campbell. Mais n'oubliez pas que notre offre expire à 17 heures. Après cela, vous devrez faire face à ces difficultés seule. Alors qu'il partait, Nadine réalisa qu'elle était encerclée. L'enquêtrice des services sociaux, investie du pouvoir de séparer les familles. Les gardes de sécurité qui l'empêchaient de partir. Le contrat sur la table, promesse de salut au prix de la vérité. Et dehors, quelque part, des agents de l'immigration qui pouvaient anéantir sa vie d'un simple coup de fil. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Nadine Campbell se sentait totalement impuissante. Chaque voie empruntée menait à la destruction. Se battre signifiait tout perdre. Sa fille, sa carrière, son droit de rester dans le pays. Se rendre, c'était regarder Keisha disparaître dans un système conçu pour effacer sa réalité et la reconstruire comme une jeune fille brisée, condamnée à sa place. 6 autres familles s'étaient retrouvées dans des pièces semblables, confrontées au même choix impossible. 6 autres mères avaient contemplé leurs enfants brisés et s'étaient demandé si aimer signifiait se battre ou se soumettre. Tous les 6 avaient accepté l'argent et signé les papiers. Tous les 6 avaient vu leurs enfants disparaître dans des établissements conçus pour les rééduquer. Tous les 6 avaient appris à vivre avec la certitude que sauver leur famille signifiait trahir la vérité de leurs enfants. Alors que l'enquêtrice du DCF ouvrait son dossier et que les agents de sécurité prenaient position près de la porte, Nadine réalisa qu'elle était sur le point de devenir la 7e. Jennifer Walsh, du DCF, ouvrit le dossier avec l'efficacité mécanique de quelqu'un qui avait déjà détruit des familles. Madame Campbell, nous avons reçu de graves allégations concernant la prise en charge de votre fille.
Négligence de ses besoins évidents en matière de santé mentale, priorité donnée au travail plutôt qu'aux devoirs parentaux, exposition d'une enfant vulnérable à un environnement qui dépassait clairement ses capacités. Nadine restait parfaitement immobile, observant l'enquêteur disposer ses papiers comme des armes sur la table d'examen. Derrière elle, les gardes de sécurité se balançaient d'un pied sur l'autre, les mains posées près de leur radio. Tout dans cet instant semblait chorégraphié, répété, inévitable. Ce sont des accusations très graves, a poursuivi Walsh. Si elles sont avérées, nous envisagerons une suspension immédiate pour la protection de Keisha, en attendant une enquête complète sur votre aptitude parentale. De quoi avez-vous besoin de ma part? Coopération. Reconnaissance de vos difficultés. Accord au plan de traitement recommandé par le Dr Kellner. Placement en établissement pour Keisha, cours de parentalité pour vous, supervision continue jusqu'à ce que nous soyons convaincus que vous pouvez lui prodiguer les soins appropriés. Le même scénario qu'avait utilisé Thomas Kellner, enrobé du langage de la protection de l'enfance. Acceptez l'accord, signez les papiers, et regardez votre fille disparaître dans un système conçu pour briser son esprit et réécrire son histoire. Nadine regarda Keisha, qui était restée silencieuse depuis l'arrivée de l'équipe des services sociaux. Sa fille avait les yeux fermés, mais Nadine sentait qu'elle était éveillée, attentive à chaque mot qui allait décider du reste de sa vie. « Madame Walsh, puis-je vous demander comment vous avez eu connaissance de la situation de ma fille ?» Signalment anonym. Nous recevons des appels de membres de la communauté, d'enseignants, de professionnels de la santé, des personnes soucieuses du bien-être des enfants. Quand avez-vous reçu ce rapport? Walsh consult SES Notes. Ce matin à 7h23. Moins de 2 heures après que le docteur Martinez eut montré à Nadine les preuves concernant d'autres familles, le timing n'était pas un hasard. Ils observaient, attendant le moment idéal pour exercer une pression maximale. Madame Walsh, quelle est votre expérience dans ce genre d'affaires? Je suis désolée. Des élèves d'écoles privées d'élite subissent des traumatismes. Voyez-vous beaucoup de cas comme celui de Keisha? Un éclair passa sur le visage de Walsh. Madame Campbell, je suis ici pour évaluer les besoins de votre fille, pas pour discuter de ma charge de travail. Mais Nadine l'avait compris. L'instant de la prise de conscience, aussitôt réprimé. Walsh avait déjà fait ça. Elle faisait partie du système, une autre professionnelle à la solde de Thomas Kellner, un rouage de plus de la machine conçu pour écraser les familles qui osaient se rebeller. Combien? Demanda Nadine à voix basse. Excusez-moi. Combien de familles avez-vous aidé Thomas Kellner à détruire? Les gardes de sécurité se raidirent. Le stylo de Walsh s'immobilisa. Un silence de mort régnait dans la pièce, hormis le bip des moniteurs de Keisha. Madame Campbell, je crois que vous vous trompez à propos de James Rodriguez. Angela Kimo. Les jumeaux Morrison d'il y a 2 ans. Nadine se leva lentement, sa voix s'élevant à chaque nom. Combien Kellner vous paie-t-il pour terroriser les familles d'immigrants et les réduire au silence? J'ai besoin que vous vous asseyiez et... Non. Le mot sortit avec une telle force que tous les présents reculèrent. Je vous demande de m'écouter. Pour 6 familles, ce moment a été fatal. 6 mères étaient assises à ma place, elles ont regardé leurs enfants brisés et ont décidé que survivre signifiait capituler. 6 enfants brillants ont disparu dans les foyers de Kellner, leur réalité effacée, leur esprit brisé, leur avenir volé. Nadine s'approcha du lit de Keisha et prit la main de sa fille. Mais tu as commis une erreur avec ma famille. Tu as supposé que je me battais pour protéger ce que j'avais. Tu as cru que je choisirais la sécurité plutôt que la vérité, l'argent plutôt que la justice, la sûreté plutôt que la dignité. Elle regarda Walsh droit dans les yeux. Vous vous trompez. Je ne me bats pas pour sauver ce que j'avais. Je me bats pour créer ce qui devrait être. Les doigts de Keisha se resserrèrent autour de la main de sa mère. Pas beaucoup, mais suffisamment. Suffisamment pour que Nadine sache que sa fille était toujours là, qu'elle se battait encore, qu'elle croyait encore que quelqu'un défendrait sa vérité. Madame Campbell, dit Walsh d'une voix plus dure, vous commettez une grave erreur. Les conséquences. Les conséquences de quoi? Dire la vérité? Défendre mon enfant? Refuser de vous laisser détruire une autre famille? Nadine se tourna vers les agents de sécurité. Vous avez des enfants? Le garde plus âgé acquiesça à contre-cœur. Alors tu sais ce que je sais. Il y a des choses pour lesquelles il vaut la peine de tout perdre.
Il y a des combats qui valent la peine d'être menés même si on ne peut pas gagner. Parce que si je ne me bats pas pour la vérité sur ma fille, qui le fera? Elle a sorti son téléphone et a ouvert l'application d'enregistrement. Madame Walsh, pour que ce soit bien noté, êtes-vous ici à la demande de Thomas Kellner? Je suis ici suite à un signalement légitime. Êtes-vous rémunéré par la Pemberton Academy ou l'une de ses organisations affiliées? Madame Campbell, éteignez immédiatement ce téléphone. Êtes-vous Jennifer Walsh du DCF, ou êtes-vous Jennifer Walsh du cabinet de conseil de Kellner? Le masque de la femme est finalement tombé. Vous enfreignez les lois de l'État sur la protection de la vie privée. Enregistrer une enquête du DCF sans consentement est un crime. Falsifier une enquête gouvernementale l'est aussi. Accepter des pots de vin pour abuser de son autorité l'est également. Comploter pour priver un enfant de ses droits civiques l'est aussi. Nadine continuait d'enregistrer, sa voix claire et forte. Pour que les choses soient claires, je suis Nadine Campbell, infirmière diplômée, immigrée en situation régulière et mère aimante. Ma fille Keisha a été systématiquement torturée par la Pemberton Academy dans le cadre d'une campagne concertée visant à détruire les élèves boursiers issus de familles immigrées. Cette femme, qui prétend travailler pour le DCF, département des services à l'enfance et à la famille, tente de me contraindre à renoncer à mes droits parentaux afin de mener à bien cette destruction. Arrêtez d'enregistrer. Non. Nadine S. Approacher. Vous voulez prendre ma fille? Alors faites-le. Appelez vos supérieurs. Rédigez vos rapports. Faites venir des renforts. Mais faites-le officiellement, avec des témoins, des preuves. Faites-le au grand jour, pour que tout le monde puisse voir qui vous êtes et ce que vous faites. Un véritable enquêteur du DCF aurait appelé des renforts, suivi le protocole et tout documenté légalement. Mais Walsh hésitait, calculait, cherchant comment mener à bien sa mission sans laisser de traces. On ne peut pas jouer à ce jeu en public, poursuivit Nadine. Ça ne marche que dans l'ombre, avec des parents apeurés qui pensent n'avoir aucun choix. Mais moi, je n'ai plus peur. Et j'ai le choix. Elle se tourna vers les agents de sécurité, les infirmières rassemblées dans le couloir et les autres familles venues rendre visite aux patients. Je m'appelle Nadine Campbell. L'Académie Pemberton a systématiquement torturé ma fille pendant 3 mois, jusqu'à ce que son corps la lâche. Quand j'ai refusé de me taire, ils ont envoyé de faux représentants du gouvernement pour me menacer. Ils ont fait la même chose à au moins 6 autres familles. Voilà comment fonctionne le système. Voilà ce qu'ils font aux gens comme nous. Walsh se dirigea vers la porte. Ce n'est pas fini. Vous avez raison. Ce n'est pas le cas. Car je ne suis pas la seule mère à avoir perdu un enfant à cause de votre système. Je ne suis pas la seule famille que vous avez détruite. Et j'en ai assez de prétendre qu'il s'agit de cas individuels au lieu d'une oppression systémique. Alors que Walsh et la fausse équipe de sécurité prenaient la fuite, Nadine comprit que quelque chose avait fondamentalement changé. Pas seulement dans la pièce, mais aussi en elle-même. Pendant 16 ans, elle avait appris à Keisha à composer avec le système, à redoubler d'efforts pour obtenir 2 fois moins, à sourire malgré les micro-agressions et à persévérer malgré les préjugés. Mais évoluer au sein d'un système corrompu ne fait que confirmer cette corruption. Se plier à des règles conçues pour garantir votre échec ne fait que garantir cet échec. Maman. La voix de Keisha n'était qu'un murmure, mais c'était le premier mot qu'elle prononçait depuis son réveil. Je suis là, ma chérie. Allons-nous les combattre? Nadine serra la main de sa fille. Oui. Nous allons les combattre. Même si nous perdons. Surtout si nous perdons. Car perdre en restant fidèle à la vérité vaut mieux que gagner en acceptant des mensonges. Keisha sourit pour la première fois depuis des mois. C'était un sourire timide, fragile, mais authentique. Bien. J'en ai marre d'avoir peur. Alors nous n'aurons plus peur. Le téléphone de Nadine vibra, un SMS de Roberto disait « Madame Campbell, allumez la chaîne d'information Channel 5. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Elle prit la télécommande et zappa sur la chaîne d'information locale. La présentatrice lisait un prompteur, le visage grave. Dernière minute ce soir. Des enquêteurs fédéraux ont perquisitionné les bureaux de la Pemberton Academy suite à des allégations de harcèlement systématique et de complot visant à priver les élèves de leurs droits civiques. L'enquête a été déclenchée par des preuves fournies par un lanceur d'alerte anonyme, notamment des enregistrements qui montreraient des responsables de l'établissement et des sous-traitants affiliés coordonnant des attaques contre des élèves boursiers issus de familles immigrées.
L'écran montrait des agents fédéraux emportant des cartons hors du bâtiment administratif de Pemberton. Thomas Kellner était emmené menotté. Le principal Whitmore tentait de se cacher le visage, tandis que les journalistes lui posaient des questions à voix haute. Le lanceur d'alerte, identifié uniquement comme un employé de l'école, a fourni plus de 40 heures d'enregistrement documentant ce que les procureurs fédéraux qualifient de « campagne systématique de terrorisme psychologique contre des enfants vulnérables ». Plus d'informations sur cette affaire en cours de développement. Le téléphone de Nadine sonna. C'était le numéro de Roberto. Madame Campbell? Vous regardez? Comment avez-vous? J'ai tout transmis au FBI il y a 3 jours. Il leur a fallu tout ce temps pour obtenir les mandats. Mais quand j'ai entendu parler de la fausse visite des services sociaux, j'ai su qu'on ne pouvait plus attendre. Roberto, tu pourrais aller en prison pour ça. Les enregistrements, les preuves que tu as recueillies. Madame Campbell, j'ai été invisible toute ma vie. Je réparais les erreurs des autres, je les regardais faire du mal à des enfants comme les vôtres, je restais silencieuse par peur. Mais votre fille, hier, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a remercié. Personne dans cette école ne m'avait jamais considéré comme un être humain auparavant. Sa voix s'est légèrement brisée. J'ai une fille aussi. Elle a 7 ans. Et je veux qu'elle grandisse dans un monde où les gens comme nous se défendent quand des gens comme eux essaient de briser nos enfants. Nadine suivait les reportages, voyant la façade impeccable de Pemberton s'effondrer sous ses yeux. Des élèves étaient interviewés, des parents exigeaient des réponses, des membres du conseil d'administration démissionnaient dans le déshonneur. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle s'autorisa à espérer. Non seulement la justice, mais quelque chose de plus grand. Un monde où des enfants brillants comme Keisha pourraient viser l'excellence sans que leur humanité soit remise en question. Où les familles immigrées pourraient poursuivre le rêve américain sans que ce rêve ne soit instrumentalisé contre elles. Le choix n'était pas entre combattre et se rendre. Le choix était entre accepter le monde tel qu'il était et lutter pour créer le monde tel qu'il devrait être. Nadine Campbell avait fait son choix. 3 semaines après les perquisitions du FBI, l'Académie Pemberton convoqua une assemblée générale d'urgence. L'auditorium somptueux, qui avait accueilli des lauréats du prix Nobel et des sénateurs, était désormais bondé d'enquêteurs fédéraux, de journalistes et de familles dont les enfants avaient été systématiquement détruits. Les murs en acajou, qui arboraient jadis les portraits d'anciens élèves illustres, portaient à présent le poids de l'attention publique et de la honte nationale. Nadine Campbell franchit à nouveau ces mêmes portes qu'elle avait franchies 8 mois plus tôt, pleine d'espoir. Mais elle n'était plus la même. Fini le temps de cette mère immigrée respectueuse, qui s'efforçait de dissimuler son accent et de s'excuser de prendre de la place. Cette femme portait son héritage comme une armure, sa voix porteuse de la force de génération ayant survécu à des épreuves bien pires que l'Académie Pemberton. Keisha marchait à ses côtés, plus mince qu'avant, mais plus brisée. La jeune fille qui se cachait dans les placards à fournitures marchait désormais la tête haute, ses cheveux naturels libérés des défrisages chimiques, son accent jamaïcain clair et fier. Le docteur Martinez avait raison. Parfois, guérir, c'était se souvenir de qui on était avant qu'on essaie de nous détruire. Ils prirent place au premier rang, face au conseil d'administration qui avait orchestré cette machine de destruction. Le principal Whitmore était assis à la table de la défense avec ses avocats. Son assurance habituelle avait fait place à la pâleur de celui qui voyait son monde s'effondrer sous ses yeux. L'agent spécial du FBI, Maria Santos, s'est approché du podium, portant une boîte contenant des preuves représentant des mois d'enquête. Derrière elle, un écran de projection affichait le sceau du ministère de la Justice. Mesdames et messieurs, ce que nous avons mis au jour à la Pemberton Academy représente l'une des campagnes de maltraitance psychologique contre des enfants les plus systématiques qu'il nous ait été donné de poursuivre. Ce qui avait commencé comme une enquête pour harcèlement a révélé un réseau de corruption impliquant de multiples institutions, des professionnels de la santé et des représentants du gouvernement. La première diapositive s'afficha à l'écran, un organigramme illustrant l'ampleur du complot. L'Académie Pemberton en était le centre, lié à 4 autres écoles d'élite, 3 centres de traitement résidentiels, 2 cabinets de conseil et un réseau de professionnels compromis, parmi lesquels des psychologues, des enquêteurs du DCF et des agents de l'immigration. Ce stratagème était d'une cruauté simple, poursuivit l'agent Santos. Les institutions d'élite recrutaient des étudiants brillants issus de familles immigrées vulnérables, puis les détruisaient systématiquement pour maintenir les hiérarchies sociales tout en bénéficiant d'avantages fiscaux pour des programmes de diversité. La deuxième diapositive présentait des documents financiers. En 5 ans,
Ce réseau a bénéficié de plus de 12 millions de dollars d'allègements fiscaux et de subventions fédérales pour ses prétendues initiatives en faveur de la diversité. Parallèlement, il a budgétisé des millions supplémentaires pour la gestion de crise, car il savait que ces actions provoqueraient des crises psychologiques. Des exclamations de stupeur parcoururent l'auditorium. Les parents qui avaient fait des dons à ces écoles, les membres du conseil d'administration qui avaient approuvé ces budgets, tous apprenaient qu'ils avaient financé une machine conçue pour torturer des enfants. Les preuves sont accablantes, a déclaré l'agent Santos en passant à la diapositive suivante. Nous disposons de 47 heures d'enregistrement réalisées par Roberto Valdez, un agent d'entretien de l'Académie Pemberton qui a été témoin de ces crimes et a choisi le courage plutôt que le silence. Roberto se leva de son siège au milieu de la salle, désormais visible. L'auditorium comble applaudit, chose impensable quelques mois auparavant. L'homme invisible était devenu le héros de sa propre histoire. L'agent Santos a diffusé le premier enregistrement. La voix de Madison Whitmore a empli l'auditorium, claire et sans équivoque. Papa dit que si on arrive à la faire partir volontairement, ça enverra un message aux autres personnes prises en charge par l'association. Le visage du principal Whitmore se décomposa. Les mots de sa propre fille, gravés à jamais, révélaient le complot familial. Le deuxième enregistrement était pire. La voix de Trevor Hartley décrivait comment le cabinet d'avocats de son père avait obtenu illégalement les dossiers privés de Nadine, guerre psychologique. Ils veulent lui faire croire qu'elle est surveillée, qu'on enquête sur elle. L'avocat Benjamin Hartley, assis au fond de la salle, rassembla discrètement ses papiers et se dirigea vers la sortie. Trop tard. Des agents fédéraux l'attendaient déjà près des portes. Mais la preuve la plus accablante, poursuivit l'agent Santos, provient du cerveau même de l'opération. La voix de Thomas Kellner résonna dans la pièce, enregistrée lors de sa visite à Nadine à l'hôpital. Le monde a des règles, des hiérarchies, des systèmes qui fonctionnent depuis des siècles. Quand on essaie de perturber ces systèmes, tout le monde en souffre. La meilleure chose que vous puissiez faire pour Keisha, c'est de l'aider à accepter sa place dans le monde. Accepte sa place. Ces mots planaient comme un poison. Dans cet auditorium, chacun percevait la vérité crue qui se cachait derrière ces paroles élégantes. Il ne s'agissait ni d'éducation ni d'opportunité. Il s'agissait d'empêcher des enfants brillants de s'élever au-dessus de leurs conditions sociales. L'agent Santos fit défiler une nouvelle diapositive. Une photo de la salle de consultation où Thomas Kellner avait contraint des familles au silence. Monsieur Kellner ne travaillait pas pour une compagnie d'assurance, comme il le prétendait. Il travaillait pour un réseau d'institutions d'élite, couvrant leurs crimes par la corruption et les menaces. La diapositive suivante montrait des relevés bancaires. 6 familles ont reçu des paiements totalisant 1,2 million de dollars pour garder le silence sur les sévices infligés à leurs enfants. Elles ont signé des accords de confidentialité qui les empêchaient légalement de demander justice ou même de parler de leur traumatisme. De nouveaux murmures d'étonnement parcoururent l'auditoire. L'assistance apprenait que ce qu'elle avait pris pour des incidents isolés était en réalité des crimes systématiques s'étalant sur des années. James Rodriguez, expulsé vers le Salvador après que sa famille a accepté un accord. Angela Kim, placée en cure de désintoxication en Californie, a reçu un diagnostic de trouble qu'elle n'a jamais eu. Les jumeaux Morrison, tous deux internés en hôpital psychiatrique, sont soumis à un traitement médicamenteux intensif. Chaque nom a frappé l'auditoire comme un coup de poing. Ce n'étaient pas des statistiques. C'étaient des enfants, brillants et beaux, sacrifiés pour maintenir l'illusion que des lieux comme Pemberton étaient des méritocraties plutôt que des machines conçues pour préserver les privilèges. Mais ce complot comportait une faille fatale, dit l'agent Santos en se tournant vers Nadine. Il supposait que les mères immigrées choisiraient toujours la survie plutôt que la justice. Il se trompait. Nadine se leva, sa voix résonnant clairement dans l'auditorium sans amplification. Je m'appelle Nadine Campbell. Je suis arrivée dans ce pays il y a 20 ans avec 2 valises et un rêve. J'ai cumulé 3 emplois pour financer mes études d'infirmière. J'ai tout sacrifié pour offrir à ma fille les opportunités que je n'ai jamais eues. Elle désigna Keisha du doigt. Ils ont essayé de briser mon enfant parce qu'elle a osé exceller dans un domaine qu'ils estimaient leur appartenir exclusivement. Ils l'ont torturée systématiquement, ont documenté ses souffrances, puis ont blâmé sa génétique lorsque leur cruauté a failli lui coûter la vie. Le silence régnait dans l'auditorium, hormis le clic des appareils photo et le crissement des stylos des journalistes. Mais voici ce qu'ils n'ont pas compris à propos des gens comme nous. Nous ne nous contentons pas de survivre au traumatisme. Nous les transformons.
Nous transformons notre douleur en force, notre souffrance en courage. Ils ont brisé le corps de ma fille, mais ils n'ont pas pu briser son esprit. Et ils n'ont certainement pas pu briser le mien. Nadine s'avança vers la table des accusés et s'arrêta juste devant le principal Whitmore. Vous voulez savoir ce que votre affaire de charité a accompli pendant que votre institution s'effondre? Keisha a été admise en avance à la faculté de médecine de Harvard. Bourse complète. Ils ont spécifiquement cité son courage à dénoncer le racisme institutionnel comme preuve du leadership qu'ils recherchent chez les futurs médecins. Le visage de Whitmore s'est effondré. Sa propre fille, Madison, avait été refusée à Harvard l'année précédente malgré des liens familiaux. Et moi? Nadine Surratt. L'hôpital général du Massachusetts m'a offert le poste de directrice des relations communautaires. Ma mission sera d'identifier et de soutenir les familles victimes de discrimination institutionnelle. Je veillerai à ce qu'aucune autre mère n'ait à mener ce combat seule. Elle se tourna vers l'auditoire comble, mais la véritable victoire n'est pas personnelle. Elle est systémique. Grâce au courage de Roberto et à l'enquête du FBI, les dossiers de 17 familles sont rouverts. 6 enfants sont libérés des établissements où ils avaient été placés à tort. Le ministère de l'Éducation examine actuellement le financement fédéral de chaque école de ce réseau. L'agent Santos est retourné à la tribune. Aujourd'hui, nous annonçons des poursuites fédérales contre 43 personnes dans cette affaire de complot. Le proviseur Richard Whitmore est accusé de complot visant à priver des citoyens de leurs droits civiques. Thomas Kellner est accusé de complot et de fraude. Le docteur Raymond Kellner est accusé de fraude médicale et de maltraitance d'enfants. Jennifer Walsh est accusée d'usurpation d'identité et de complot. Chaque nom provoquait l'indignation du public. Des personnes en qui ils avaient confiance, qu'ils respectaient, auxquelles ils avaient fait des dons, toutes révélées comme ayant participé à un système d'abus sexuels sur mineurs. La charte de la Pemberton Academy est révoquée. Son fonds de dotation, d'une valeur de 400 millions de dollars, est saisi pour indemniser les victimes. Chaque famille lésée par ce réseau recevra une compensation financière et un véritable soutien psychologique. La dernière diapositive apparut, les photos de 12 enfants. Ces élèves boursiers qui avaient été pris pour cible, torturés et réduits au silence pendant 5 ans. Mais ils n'étaient plus des victimes. Ils étaient des survivants dont le courage avait mis au jour l'une des campagnes de racisme institutionnel les plus systématiques de l'histoire de l'éducation américaine. Plus important encore, a conclu l'agent Santos, nous mettons en œuvre de nouvelles protections fédérales pour les étudiants des établissements d'élite. Des systèmes de signalement anonymes, des évaluations psychologiques régulières et une supervision fédérale des programmes de diversité afin de garantir qu'ils servent les étudiants plutôt que l'image de l'établissement. Alors que la réunion touchait à sa fin et que les familles sortaient, Nadine sentit une main sur son épaule. Elle se retourna et vit le docteur Martinez, les larmes aux yeux. « Vous l'avez fait » murmura le médecin. « Vous l'avez vraiment fait. »« On l'a fait » corrigea Nadine. « Roberto, toi, Keisha, toutes les familles qui ont enfin fait entendre leur voix. Il ne s'agissait pas d'une mère contre une école. Il s'agissait d'une communauté qui décidait que la dignité de nos enfants valait plus que leur confort. » À l'extérieur de l'auditorium, les journalistes encerclaient Nadine et Keisha. Les questions fusaient de toutes parts, les appareils photos crépitaient, les micros étaient tendus vers leur visage. « Madame Campbell, quel est votre message aux autres familles immigrées confrontées à la discrimination ?» Nadine regarda droit dans les caméras, pensant aux mères de tout le pays qui pourraient regarder, qui pourraient mener leur propre combat contre des systèmes conçus pour briser les rêves de leurs enfants. Vos enfants ont leur place là où leur excellence peut les mener. Ne laissez jamais personne vous convaincre d'accepter moins que ce qu'ils méritent. Et ne luttez jamais seul. Nous sommes plus nombreux qu'eux, et ensemble, nous sommes invincibles. Un journaliste a crié « Keisha, quel est votre prochain projet ?» Keisha s'avança, la voix forte et claire. « Je vais devenir le genre de médecin qui écoute les familles comme la mienne. Qui croit les enfants quand ils disent qu'ils sont maltraités. Qui combat le système au lieu de blâmer les victimes. » Elle marqua une pause, jetant un dernier regard à l'école qui avait tenté de la détruire. Et je vais faire en sorte que les enfants brillants de Jamaïque, du Salvador, du Guatemala, d'ailleurs, sachent qu'ils n'ont pas à renier qu'ils sont pour prouver qu'ils ont leur place. C'est le monde qui doit changer pour les mériter. Alors qu'il quittait l'Académie Pemberton pour la dernière fois, Nadine comprit à quoi ressemblait la victoire. Non pas une simple revanche personnelle,
mais une transformation profonde et durable. Non pas sauver un seul enfant, mais changer la donne pour tous les enfants qui viendraient après. L'institution qui avait tenté de briser sa fille avait disparu. Le réseau qui avait détruit des familles avait été démantelé. Le système qui avait protégé les prédateurs avait été mis à nu. Mais surtout, le monde avait été témoin du refus d'une mère immigrée et de sa fille brillante d'accepter la place qui leur était assignée dans une hiérarchie établie par d'autres. Elle s'était battue contre toute attente et avait triomphé, non seulement pour elle-même, mais aussi pour toutes les familles à qui l'on avait dit que leurs enfants n'étaient pas assez bons, assez intelligents ou assez dignes de rêver d'un avenir meilleur. La jeune Jamaïcaine allait intégrer la faculté de médecine de Harvard. La mère de Kingston allait protéger d'autres familles. Et le concierge guatémaltèque était honoré comme un héros. Voilà à quoi était censé ressembler le rêve américain. Et pour la première fois de sa vie, Nadine Campbell croyait qu'il était possible pour tous. 1 an plus tard, Nadine Campbell se tenait dans le hall du Massachusetts General Hospital, mais cette fois-ci, elle portait un badge de directrice au lieu d'une blouse médicale. Le service des relations communautaires qu'elle avait créé de toutes pièces était devenu un modèle pour les hôpitaux du pays. Un lieu où les familles immigrées pouvaient trouver des personnes qui comprenaient leurs difficultés pour les avoir vécues elles aussi. Son téléphone vibra, un SMS de Keisha indiquait « Examen d'anatomie, 98%. Encore première de la classe. Je t'aime, maman. » L'école de médecine de Harvard avait dépassé toutes leurs espérances. Keisha s'épanouissait dans un environnement qui célébrait l'excellence au lieu de la punir, entourée de professeurs qui appréciaient son point de vue unique et de camarades qui voyaient son intelligence avant même son accent. Elle avait créé un groupe de soutien pour les étudiants de première génération, transformant son traumatisme en force en aidant les autres à surmonter les obstacles institutionnels. Madame Campbell. Une jeune voix interrompit ses pensées. Maria Rodriguez se tenait sur le seuil, la sœur de James Rodriguez, âgée de 17 ans et tenant une épaisse enveloppe. J'ai été admise. Bourse complète pour le MIT. Nadine sourit en repensant à cette famille brisée qu'elle avait rencontrée grâce au réseau de soutien qu'ils avaient créé. James était revenu du Salvador, ses diagnostics psychiatriques erronés invalidés, ses rêves de nouveaux possibles. L'accord à l'amiable conclu suite au procès avait couvert ses frais médicaux et permis de financer les études de Maria. Ton frère serait tellement fier. Il est fier. Il commence ses études à l'université de Boston le semestre prochain. Il se prépare pour le droit. Il dit qu'il veut poursuivre en justice les gens comme ceux qui nous ont fait du mal. C'était désormais la norme. Les enfants qui avaient été pris pour cible, réduits au silence et brisés devenaient médecins, avocats, militants et défenseurs des droits. Leur souffrance s'était muée en raison d'être, leur traumatisme en force capable de protéger les générations futures. Roberto Valdez entra dans le hall, vêtu d'un costume au lieu de sa combinaison de concierge. Il avait reçu la médaille du service civil du Congrès, en reconnaissance de son rôle de lanceur d'alerte pour avoir révélé des abus systématiques sur des enfants. Plus important encore, il avait utilisé la somme reçue pour créer la Fondation Valdez, qui octroie des bourses d'études destinées aux enfants des travailleurs invisibles, concierges, agents d'entretien, personnel de la cantine, jardiniers. Nadine, tu es prête pour ça? Il se rendait à la cérémonie commémorative du premier anniversaire de la fermeture de la Pemberton Academy. Le bâtiment avait été démoli et le terrain transformé en parc public, avec un centre communautaire proposant du soutien scolaire gratuit et une préparation aux études supérieures pour les élèves issus de familles modestes. L'ironie était frappante. L'espace qui avait servi à exclure des enfants brillants était désormais dédié à leur épanouissement. La cérémonie a rassemblé des centaines de personnes. Angela, qui m'avait fait le voyage depuis la Californie, où elle s'épanouissait à Stanford après la correction de ses erreurs de diagnostic. Les jumeaux Morrison, désormais en terminale, avaient tous deux été admis dans des universités de l'Ivy League. Toutes les familles réduites au silence étaient présentes, ne se cachant plus de honte, mais rayonnant de fierté. Le docteur Martinez a prononcé le discours d'ouverture, s'adressant à la foule depuis une tribune surplombant l'aire de jeu, où les enfants riaient et jouaient sans se soucier du statut d'immigration ou de la situation économique de leurs parents. Il y a 1 an, nous pensions lutter contre une seule école corrompue, a-t-elle commencé. Nous avons découvert que nous combattions un système conçu pour écraser les enfants dont l'excellence menaçait les hiérarchies établies. Aujourd'hui, ce système est brisé. Les changements avaient été radicaux. 17 écoles d'élite à travers le pays avaient fait l'objet d'enquêtes, et 8 d'entre elles avaient perdu leur agrément.
Le ministère de l'Éducation avait mis en place de nouvelles exigences de contrôle pour tous les établissements bénéficiant de fonds fédéraux. Plus important encore, le Congrès avait adopté la loi Keisha-Campbell, créant des protections fédérales pour les étudiants boursiers et des systèmes de signalement obligatoires en cas de discrimination institutionnelle. Mais notre véritable victoire, a poursuivi le docteur Martinez, ne se mesure pas aux convictions ou au changement de politique. Elle se mesure aux enfants qui s'épanouissent parce que des personnes courageuses ont refusé de les laisser être brisées. Elle désigna la foule du doigt. James Rodriguez, aujourd'hui président de l'association étudiante de l'Université de Boston. Angela Kim, qui mène des recherches en psychologie pédiatrique pour aider les personnes ayant subi un traumatisme. Keisha Campbell, qui élabore de nouveaux protocoles pour reconnaître les abus institutionnels en milieu médical. Chaque nom a suscité des applaudissements, une reconnaissance pour des enfants qui avaient été traités comme des problèmes à résoudre plutôt que comme des dons à cultiver. La cérémonie terminée, les familles se sont réunies en petits groupes, partageant leurs dernières nouvelles et entretenant les liens tissés dans l'épreuve. Nadine se retrouvait entourée de mères devenues amies, soutiens et sœurs dans un combat qu'aucune n'avait choisi, mais que toutes avaient remporté. Madame Campbell, appela une voix familière. L'épouse de Thomas Kellner s'approcha avec hésitation, ses enfants restant près de leur voiture. Je voulais m'excuser. Je savais ce que mon mari faisait et je n'ai rien dit. J'avais peur de perdre notre train de vie, notre statut. Nadine observa la femme qui avait profité de la destruction de familles comme la sienne. Votre mari purge une peine de 15 ans de prison fédérale. Votre cabinet de conseil a été démantelé. Que me voulez-vous? Le pardon, je suppose. Et peut-être, des conseils. Mes enfants posent des questions sur leur père, sur ce que nous avons vécu. Je ne sais pas comment les aider à comprendre. C'était là toute la complexité de la victoire. Même les familles des agresseurs étaient des victimes collatérales, des enfants qui devaient concilier leur vie confortable avec la conscience que ce confort reposait sur la souffrance d'autrui. Emmenez-les au centre communautaire, dit finalement Nadine. Qu'ils fassent du bénévolat, qu'ils voient ce qu'est le véritable engagement citoyen. Qu'ils comprennent que leurs valeurs ne se mesurent pas à ceux qu'ils excluent, mais à ceux qu'ils incluent. À la fin de la journée, Nadine et Keisha rentrèrent chez elles, dans leur nouvelle maison d'une banlieue tranquille. Cette maison avait été achetée grâce à l'indemnisation obtenue, mais surtout, elle était le fruit de leur courage à se battre pour la justice. Le petit appartement de Dorchester servait désormais de logement transitoire pour les familles immigrées confrontées aux difficultés institutionnelles. Maman, as-tu déjà pensé à ce qui se serait passé si nous avions pris l'argent? Si nous étions restés silencieux? Nadine réfléchit à la question, tandis qu'ils se garaient dans leur allée. Parfois. Mais je me souviens ensuite que rester silencieuse aurait signifié les laisser gagner. Et ils avaient déjà fait du mal à trop d'enfants pour que nous laissions cela se reproduire. Pensez-vous que nous avons suffisamment changé les choses? Ma petite, nous avons changé tout ce que nous pouvions. Le reste appartient à la prochaine génération, ta génération, de continuer à construire. Ce soir-là, Nadine était assise dans son bureau à domicile, travaillant sur son livre. Du silence à la force, comment le combat d'une famille a révélé le racisme systémique dans l'enseignement d'élite, serait publié l'année suivante, et les bénéfices serviraient à financer l'aide juridique aux familles victimes de discrimination institutionnelle. Son téléphone sonna. Une mère de Seattle, en larmes, racontait le traitement infligé à son fils dans une autre école prestigieuse. Un autre enfant brillant systématiquement brisé, une autre famille découvrant qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Madame Campbell, je ne sais pas quoi faire. Ils disent que mon fils est le problème, qu'il ne correspond pas à leur culture. Premièrement, dit Nadine calmement, vous allez tout documenter. Deuxièmement, vous allez vous connecter à notre réseau, vous n'êtes pas seul dans ce combat. Troisièmement, n'oubliez pas que le problème n'est pas l'excellence de votre fils, mais la peur qu'elle suscite. C'était désormais sa vie. Non plus survivre, mais faire en sorte que les autres puissent s'épanouir. Non plus protéger son propre enfant, mais protéger chaque enfant qui osait rêver au-delà de sa condition. Plus tard dans la soirée, tandis que Keisha révisait pour son examen de pathologie avancée et que Nadine passait en revue les dossiers pour son travail de plaidoyer du lendemain, elles restèrent assises ensemble dans un silence apaisant. Deux femmes brisées par un système conçu pour les anéantir, qui avaient trouvé la force de se battre et qui avaient transformé leur traumatisme en une force motrice de changement systémique. Tu sais ce que j'ai compris aujourd'hui? Dit Keisha en levant les yeux de ses manuels scolaires. Qu'est-ce que c'est?
Ils ont essayé de m'apprendre à accepter ma place dans leur monde. Au lieu de cela, ils m'ont appris à construire un monde meilleur où chacun a sa place. Nadine sourit, se souvenant de la jeune fille de 16 ans terrifiée qui s'était effondrée dans un placard à fournitures, et imaginant la jeune femme confiante qui deviendrait bientôt le docteur Campbell, défenseur des enfants vulnérables, voix des sans-voix. « Ta grand-mère serait si fière, dit-elle. Elle serait fière de nous deux. » De retour à leurs occupations respectives, Keisha pour se former à la guérison, Nadine pour se préparer à la protection, les deux femmes gardaient en elles la conviction que leur combat dépassait la simple quête de justice pour une famille. Il s'agissait de prouver que l'excellence est à la portée de tous, que le génie peut émerger de chaque communauté et que le rêve américain n'est une réalité que lorsqu'il est accessible à tous les Américains. La jeune Jamaïcaine voulait devenir médecin. La mère de Kingston protégeait d'autres familles. Le concierge guatémaltèque était un héros national. Et le système qui avait tenté de les briser fut à jamais transformé par leur refus de rester brisé. Salut à tous, j'espère que cette histoire vous a touché autant qu'elle m'a touché la première fois que je l'ai entendue. Des histoires comme celle de Nadine et Keisha nous rappellent que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'avancer malgré la peur, surtout lorsque d'autres comptent sur nous pour rester forts. Si vous êtes parent et que vous regardez ceci, serrez vos enfants un peu plus fort ce soir. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas être à votre place, rappelez-vous que votre excellence parle d'elle-même. Et si vous menez votre propre combat contre des systèmes conçus pour vous faire taire, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner pour découvrir d'autres récits de courage et de résilience, et à la partager avec une personne qui a besoin d'entendre que sa voix compte. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. J'adore échanger avec des personnes du monde entier qui croient en la justice et en l'espoir. Surtout, souvenons-nous des mots de Keisha Campbell. Le monde doit changer pour mériter des enfants brillants, quelles que soient leurs origines, leur culture ou leur situation. Et ce changement commence par des personnes comme nous, qui refusons de croire que l'excellence a une couleur de peau, un accent ou un code postal. En attendant, continuez à vous battre pour la justice. Continuez à défendre la vérité. Et continuez de croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Car des histoires comme celle de Nadine et Keisha prouvent que c'est possible.